martiennes. Et bienvenue dans votre mini-talk du samedi 18h45 sur C8. Quelle est la mission de Coucou les Martiens? C'est très simple. On va vous montrer les coulisses de l'émission. On va revenir sur les moments forts de la semaine d'avant avec le flashback. Et puis on va regarder tous vos commentaires sur les réseaux sociaux avec QQI. Si vous avez envie de réagir, surtout n'hésitez pas, hashtag CLM. Et puis surtout, on va recevoir des invités nouveaux que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir à la télé. Cette semaine, on n'a pas un, mais on a deux invités. C'est un duo. C'est deux mecs qui cartonnent sur YouTube. Faites un maximum de bruit pour McFly et Carlito. Comment ça va? Oui. Ah non, installez-vous, messieurs, mais non. Vous savez quoi, c'est marrant, je sais pas pourquoi je le sentais qu'il allait y avoir une chute. Ça glisse un peu. Ça glisse, regarde. Mais en fait, dans votre dernière vidéo, vous l'aviez dit. Merde. Regardez. On va faire de la promo pour ce petit objet qu'on aime fort. Et on va faire de la télé. Oui. Ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on va faire des chutes. Ah oui. Sur chaque plateau où on arrivera. Et ils ont tenu leur promesse. Mais oui. On est con de l'avoir dit. Bon, alors, comme dans tout duo, il peut y avoir un petit peu des fois des confusions. Moi, je vous propose un truc. On va tous se mettre un petit badge. Voilà, comme ça, on est sûr. Yes, tu t'es pas gouré déjà, c'est beau. Ça, c'est bien. Moi, j'ai le mien aussi. Très bien pensé. C'est la première fois que je reçois deux invités. Donc, du coup, je propose d'avoir un copain aussi. Méline, il est là déjà, Laurent, ou pas? Oui, on m'appelle. Mesdames et messieurs, Laurent Baffy. Comment tu vas? McFly, Carlito, attends, tiens. Incroyable la chute, je me suis fait avoir. Tu t'y attendais pas, non? C'est bien foutu quand même. Hein. T'as pas vu notre vidéo, c'est pour ça. Donc ça, c'est pour les personnes âgées qui vous repèrent. Ça, c'est pour les jeunes qui te C'est repèrent. un siège, Voilà. c'est un tabouret enfant. Laurent, tu les connais, McFly et Carlito, ou pas? On a fait une émission, on a fait un jeu une fois ensemble il y a longtemps. Il y a longtemps. On t'a reçu dans notre émission quand t'étais encore... Et c'était vachement bien et j'y pense tous les jours. Comment elle s'appelait d'ailleurs cette émission? Ah, et bah par pudeur, je le dirais Mais pas. je comprends. Mais ça, bien sûr. Ça s'appelait le Fat Show, c'était sur les normes TV. Ouais. Et t'avais balancé des dossiers. Regardez. Combien de fois t'as vu le sgeg de Thierry Ardisson? Jamais, mais il se le touche tout le temps. Il a pas de slip, il se touche le sgeg, il te dit bonjour, je fais la bise. Je me rappelle très bien de cette émission. Ouais. Et j'ai très envie de la refaire. Alors, Elle attends. n'existe plus. Juste, on va faire une petite pause parce qu'il y a des gens qui sont devant leur télé et il y a le public qui se divise. Pas tant que ça. Non, mais c'est le début de l'émission. Là, il y en a de plus en plus. Combien de Et personnes qui regardent l'émission? 8. Là, 8. Ah ouais. Ah, c'est d'accord. Alors, C'est rassuré. non, mais voilà, pour ceux qui sont devant leur télé, le public se divise en deux catégories. Il y a ceux qui se disent, 9, putain, ma mère arrive. qui se disent, putain, McFly et Carlito, c'est ouf de les voir à la télé. Ouais. Et il y a ceux qui se disent, je ne connais pas ces gens. Alors, c'est deux youtubeurs que j'aime énormément. Un petit extrait de ce que vous faites sur Internet. Ouais. Regardez. Mec, c'est hyper bien fait. Si c'est vraiment fait comme ça, la texture est très bien faite. Ok. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de On appelle des gens au hasard avec ce youtubeur très connu, Patrick Bruel. Bravo, il a clapé. Alors que ça tourne déjà. Je scroll. T'as vu comme Patrick surveille qu'on n'avait pas sur des trucs très Enfin, Manuel Valls, c'est à pleurer d'ailleurs. Pourquoi t'as Manuel Valls? Ah, parce qu'on est copains. On peut l'appeler? Ah ouais. Mec, attends, je comprends. T'as Manuel Valls. Apparemment, donc vous faites vraiment, vous êtes potes quoi, vous faites des ressoirs. Il y a une faute d'orthographe. Alors, faut que tu me proposes un truc. Stop. De Fontenay? Geneviève? Ok. Et non, je ne lui avais pas là, laissez un message. Patrick Fiori. Patrick Fiori. J'appuie sans même Patrick demander Fiori, mon qu'est-ce que reste. tu veux lui dire? Lumière. Patrick, c'est Patrick Bruel. J'ai envie de tester une vanne sur toi. Tu me dis si c'est bien ou si c'est pas bien. Ok. Quelle est la plus intelligente? La blonde, la rousse ou la brune? Et je réponds, la rousse parce que c'est un dictionnaire. Voilà un petit extrait de ce que font McFly et Carlito. Et là, ils sortent un dictionnaire. Vous pouvez les applaudir quand même. Le dictionnaire. Que personne autour de cette table n'a jamais fait. Jamais fait. Personne n'a osé faire Vous avez ça. jamais fait de. Vous avez jamais fait de. Alors attends, tu sais quoi? Non, il y a un truc qui est très marrant, c'est que ces garçons, donc en fait, c'est un dictionnaire, ils font plein de définitions très drôles. Attends, je vais te le montrer juste après. Et à la Attends, je peux définition. appeler mon avocat? Non, regarde, pas ça, à la ça capte définition pas. de plagiat, copier une œuvre notamment, exemple, publier un dictionnaire avec des définitions décalées à but humoristique, comme l'a fait Laurent Baffy avant nous. Si ça, c'est pas extrêmement Coubertin. Très Coubertin. Y a pas d'applaudissements là-dessus. Voilà. Voilà. Hey, je te respecte, t'es mon frère.
Non mais voilà. Alors, Les deux, t'es mon frère, les deux. Ça se voit que tu maîtrises pas forcément. ce les geste trucs de la rue, n'existe mais pas réellement dans la milieu. Non, ça- Mais- Mon frère ou pas? Oui, quelque part, on est tous frères, on est humains. Mais... Alors, donc vous êtes youtubeur, je vais vous poser des petites questions. Ouais. Votre métier, c'est de manger de la pizza en vous filmant dans votre chambre. Attends, pardon, c'est fiche de Thierry Ardisson, excusez-moi. Vous faites des vidéos qui font 9 millions de vues. Qui sont ces 9 millions? Ça veut pas dire qu'il y a 9 millions de Français qui vous connaissent. Pardon, ça c'est Laurent Ruquier, autant pour moi. Donc vous gagnez entre 60 000 et 1 million d'euros par an. Non, c'est Léa Salamé. Ouais, non. Bien vu, c'est pas faux. Parce que c'est vrai que malheureusement, des fois, il y a un mauvais traitement des Tu vas te youtubeurs. faire des ennemis? On s'en fout. Non, mais c'est vrai que l'année dernière, on a reçu Squeezie chez Thierry Ardisson. Ça s'était pas très bien passé pour ceux qui ont loupé. Regardez un petit extrait. Je vais expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je veux dire bravo. Un génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. Mais tu es mieux Respect, hein. aujourd'hui. Mais non. Je savais pas que la Garfeld avait autant d'humour. Ça fait du mal de revoir ça. Non, mais est-ce que des fois, il y a un mauvais traitement des youtubeurs à la télé et ça vous fait de la peine? Comment vous trouvez ça? Ah, t'as cité les deux gros exemples, faut pas mettre de l'huile sur le feu. Parce que là, on revient dans le passé, et là, tout se passe bien jusqu'à Bien présent. sûr. Et Lolo est là, et c'est cool. Est-ce que c'est un problème de génération? Comment vous... Non mais ouais, en gros c'est vrai que je comprends que les gens se posent des questions un peu sur ce thème-là, c'est assez fou ce qui se passe. Même nous, ce qui nous arrive, c'est fou. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a d'autres questions à poser, peut-être que l'argent. Je pense que Léa Salamé, c'était un gros moment avec Natou qui était assez difficile. Ouais. Et Squeezie, Ardisson et toi, c'était assez particulier. Ouais. Je pense que c'est Pourquoi pas... Parce que, en ce moment tant attendu, c'est dommage de Prends des créer un petites conflit feuilles. où il n'y a pas lieu d'être, surtout Ouais, bien que sûr. c'est le même principe, c'est du divertissement. Et donc c'est dommage, mais c'était dans le passé, maintenant ça va évoluer dans le bon sens, j'en suis sûr. Bon, ça c'est cool. Est-ce que vous avez vu l'émission de Thierry Ardisson la semaine dernière, les garçons? Non, pour des raisons que tu as citées précédemment. Alors pour vous et pour tous les autres, on regarde les moments, c'est le flashback. Et regardez vos moyens. Alors, premier replay, il y a 15 jours, Yann Moix, c'était... bien, le Je suis livre. désolé, excuse-moi de te couper, mais Lolo vient de daber. Est-ce que tu peux nous faire Lolo, un la prix? chienne d'âme. Oh putain Pardon, mais vous ne savez même pas. Attends. Rendez-vous compte. Non, on regarde ce qui s'est passé là, il y a 15 jours. Yann Moix c'est Oui, un peu tout de suite, fâché. les images. C'est un peu fâché avec la police, Yann Moix. Et Ah du ouais. coup, la semaine dernière, Laurent, comment dire, t'as décidé de te fâcher avec tout le monde Ouais. et t'as même fait une promesse. Regardez. Énorme buzz la semaine dernière. Énorme. Énorme. Quand Yann Moix a chié sur les flics, on a pris 200 000 auditeurs. Énorme. Mais on n'est pas encore au million, donc je vais essayer de te filer un petit coup de main. Dans le même esprit que Yann, je voudrais dire que les profs sont tous des feignants qui ne pensent qu'aux vacances. C'est scandaleux. Les infirmières sont jamais là quand on les appelle. Oui. Jamais. On peut appeler. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Les employés de mairie sont des branleurs. Des vrais branleurs qui peuvent passer 30 ans sans rien foutre. Et les éboueurs sont des ordures. Si on fait pas le million avec ça, je vais être pendu par les couilles. C'est quoi, non, mais c'est quoi la dernière phrase? Si on fait pas le million, je veux bien être pendu par les couilles. Est-ce qu'on a les audiences qui apparaissent dans l'écran, peut-être? Voilà, on a fait 662 000. Tiens, regarde. Non, mais attends, dormir pas, regarde. C'est à 15 mètres. À mon avis, t'as de quoi faire? Je regrette ce que j'ai dit. Lolo, Je sais plus ce qu'il doit dire. Tu regrettes? Oui, je regrette. Oh là là, c'est marrant, des fois, il peut regretter. McFly et Carlito sont avec nous. Ça, c'est le plus important. Messieurs, Attends, tu l'as lu? Non, je l'ai feuilleté déjà, ça me donne envie de le lire. mais tu sais quoi, je t'en fais cadeau. Voilà. Non. Ouais, enfin, on n'a pas trop parlé de Si ça. t'as 12,95 €, Voilà. je t'en fais cadeau. Les gars, vous cartonnez sur YouTube. On va regarder forcément ce qui se passe Mon sur frère. Internet. C'est cuit. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. On va regarder juste ce que vous avez dit, vous, sur l'émission #CLM. Par exemple, on a Electronico qui dit: est-ce que si Yann Moix s'enfilait 2 Imodium dans le cul, il chierait pas moins de la bouche? Ouais, il y a un peu de violence. Bonne mais- ambiance. Ouais, il y a un peu de violence. Il y a Fransou qui dit: je me sens un peu conne quand je comprends pas tout ce que dit Yann Moix. Et on a Max Lafurie qui dit: moi, écoutant Yann Moix. Il est très intelligent. Le problème, c'est qu'il fait des phrases très compliquées. Et il n'a pas dit ça, mais il en aurait été parfaitement capable. Regardez. Troisième Moix d'or, Benalla, roi du selfie. Alors, l'histoire de Benalla me fascine. Admettons que Benalla n'ait rien fait de mal. On ne peut pas dire non plus qu'il ait fait quelque chose de bien, vous êtes d'accord? Nous allons de choix préétablis en choix préétablis
en nous faisant accroire à nous-mêmes que nous sommes libres, et finalement nous sommes exactement semblables au Minotaure qui était dans le labyrinthe demandé par Minos et fabriqué par Dédale. Là qu'on montre le visage d'un pubis, c'est aussi choquant. On vit dans une société postmoderne dont l'obsession est de résoudre des mystères. Et nous sommes là, pris dans un étau où finalement le temps n'existe plus, s'abolit et nous passe entre les mains sans avoir été vécu. Moi, tu suis là. Non, ouais, tu suivais pas du tout. Je suis pas si con que ça, mais il y a de moi que c'est très très intelligent. Et quand il parle, franchement, on le voit, je m'accroche. Alors, c'est la vérité, c'est un montage, c'est une parodie, c'est pour déconner. Et on t'a remis le plan où t'as l'air débile à chaque fois. C'est bien foutu. Non, C'est du montage. Ah, j'ai cru. Ah, c'était filmé. Bravo. Ah oui, tu savais pas, c'est filmé. Très beau piège. Putain, des caméras, non. c'est le moment des guest stars. McFly et Carlito sont avec nous pour le dictionnaire guest star. Anita Ward. Le dictionnaire est sorti, il y a plein de définitions qui sont très très drôles. Par exemple, Madeleine, pâtisserie qui sent bon et station de métro qui pue. Voilà. Elle est, elle est plus parisienne. Mais... Et riz, Bravo. céréales, source d'alimentation capitale pour l'humanité et source d'espoir pour les smartphones qui sont tombés dans l'eau. Ah, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Tous. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Alors, je regarde, toutes les vidéos, elles sortent le dimanche, vers quoi? Vers 10h à peu près? 10h00. On a remplacé la messe. Ah ouais, j'ai mis le réveil. Hein. Bah, c'est clair. Tu sais quoi, on va en faire une maintenant. D'accord, Ils ont avec des plaisir. vidéos très drôles, moi que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le concours d'anecdotes. Ah, oui. Vous êtes chaud, on en fait un petit vite fait? Ah, C'est bouillant. parti, à fond. Allez, c'est parti. Le principe de ce jeu est très très simple. Vous le faites sur votre chaîne YouTube. Il y a deux équipes. Donc vous contre nous, c'est assez classique. Bien foutu. Chaque équipe raconte une anecdote. Oui. Bien. Vraie ou fausse. Et l'autre équipe doit savoir si elle est vraie Moi, c'est vrai. ou si elle est fausse. Chaque membre de l'équipe. Ouais. L'enjeu, si jamais on perd, on fait la promo du dictionnaire pendant J'ai déjà un fait. mois. Très bien. 4 samedis. Non, mais Et pendant un si mois. vous perdez, Ouais. vous nous faites une story pour faire la promo de Coucou les Martiens tous les samedis à 18h40. Une seule story. Non, moi, je veux Non, que vous enfin, fassiez pendant un mois, passer pendant un 1 mois. million de followers. Ah, t'es à combien là? 8. Yes. Ça va être un peu technique, on Ça va va pas être, se mentir. ouais, on va C'est quoi? pas- C'est Lolo Baba? C'est quoi ton. Ouais, ton Lolo, bababa. C'est parti. Alors, qui C'est joue moi de qui votre commence. équipe? C'est moi qui Ok. commence. Carlito, à toi. Ta gueule, putain, j'en veux plus. Sur YouTube, une des façons de gagner un peu d'argent, c'est de faire des placements produits comme au cinéma ou dans la musique. Je sais pas si tu es au courant de ça. Et en fait, nous, dans nos premières vidéos qu'on avait faites en mars-avril, on a fait un premier placement produit qu'on n'a jamais avoué à tous nos abonnés, qu'on n'a jamais dit à personne. Et c'était, en fait, on savait pas comment les gens allaient réagir à ça. Après, on est passé sur un truc beaucoup plus clean et tout. Et en fait, c'est une marque d'eau pétillant que je ne citerai pas, qui n'est pas San Pellegrino, c'est pas Perrier, mais qui est badois. Et en gros, ils nous ont donné 5 000 € chacun pour qu'on pose une bouteille de badois toute la vidéo. Et voilà. Et en gros, on l'a jamais dit à personne. Et je l'avoue ici ce soir. Alors, donc là, on doit deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Écoute, je te fais confiance, mais pour moi, ce sont deux professionnels de l'enculade. Oui, mais d'avouer ça, ça serait très couillu. Est-ce que cette anecdote, selon toi, Lolo Baba, Oui. elle est vraie ou elle est fausse? Eh ben, c'est tout faux. Putain, c'est faux! Il a Oh raison. putain, on peut les. Putain. Ok, très bien. Allez, Tu crois que tu peux me baiser comme ça? allez. Attends, je tiens à préciser, jamais on ferait ça, les abonnés. On vous dit quand on fait un truc. Voilà, c'est important de le dire. On cache pas des trucs dans nos vidéos. Bon, Laurent, ton anecdote, à eux de découvrir si elle est vraie ou N'importe fausse. quoi. Putain, merde. Bah, une anecdote, oui. Enfin, C'est moi je qui sais dois deviner là. Oui. Chaud, vas-y. Alors, il y a longtemps, je tiens à préciser, il y a longtemps. S'il y a une enquête maintenant, c'était. Il y a prescription. Balance ton pan. Ouais, non, j'ai fait un pari avec des potes. Et on est allé en groupe visiter le château de Versailles. Et c'était pas les mêmes systèmes de sécurité à l'époque, c'était moins pointu. Ça, il est fort. Et je me suis fait, suite à un pari, enfermé au château de Versailles. Et j'ai dormi au château de Versailles. Bon, la nuit était un peu stressante. Et au petit matin, quand ils ont ouvert, j'ai dû attendre qu'il y ait assez de monde pour sortir de sous le lit de Louis XIV et genre passer le cordon et me barrer, genre comme ça. Et j'ai gagné mon pari. Moi, j'ai un feeling. Je le balance en feeling ou pas? Vas-y, vas-y. Toi, tu me dis quoi? toi? Ouais, on est d'accord. Je dis que cette anecdote est fausse. Et elle est vraie. Mais non! Oh putain! Mais non! Oh putain! Mais non, mec, c'est pas vrai. Je crois même Et pas. je me suis allongé dans le lit de Louis XIV Mais au non. soleil. Château de Versailles, vérifiez. C'est pas vrai. Vérifiez, dites-nous.
elle est dure. McFly et Carlito, mesdames et messieurs, le dictionnaire moderne. Vraiment, c'est le cadeau de Noël. Franchement, je vais pas dire le prix, mais c'est 13 €. Franchement, c'est vraiment une très bonne affaire. Merci du fond du cœur, les garçons. Merci Lolo. On va être obligé d'évacuer le plateau. Et je vous jure que c'est pas une connerie parce que le prochain invité de Thierry, là, dans quelques secondes, c'est Roberto Saviano, qui a écrit la série Gomorrah. Et il est recherché par la mafia napolitaine. Ah oui, c'est vrai. Eh ben oui, bien sûr. Ça, les points rouges sur les gens. Donc du coup, on va être obligé de tous sortir. Allez-y, levez-vous parce que maintenant... Ok, merci. 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 Je vais pas vous lâcher comme ça. Donc je disais, il y aura Roberto Saviano, il y aura Thomas Dutronc, il y aura les Coquettes, il y aura Gérard Darmon. C'est quoi, je vais vous emmener voir un truc qu'on voit que très rarement à la télé. Allez, on est dans les coulisses de Salut les Terriens. On va aller voir Gérard Darmon. On est pas mal. Monsieur Darmon? Il est là. C'est pas ça. Comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien, je vous remercie. Vous allez bien? Bonjour, ouais, très bien. Bon, formidable. Là, vous allez passer dans l'émission de Thierry, là, dans quelques minutes. Oui. Ça fait 15 ans que vous n'êtes pas vu avec Ardisson. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Bettencourt qui vous a enlevé ou? C'est pas Bettencourt, j'ai l'impression qu'il y avait un mec avant, on sera coupé de toute façon, qu'il y avait un mec qui m'aimait pas beaucoup, c'est un genre de programmateur, je sais pas quoi, mais il est plus là, vous voyez, mais moi je suis là. Ah bah c'est Donc, formidable. tout. Bah ouais, non, mais j'en ai parlé avec Thierry, tout va bien. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Alors, je vous apporte un truc parce que la dernière fois, c'était Tout le monde en parle. Oui. Et vous avez dit dans Society cet été que... Oui, j'ai eu une petite interview. Une petite interview, oui. Et qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'alcool. Oui. Du coup, je vous ai apporté une petite bouteille d'eau parce qu'on est en 2018. Oui. Et avec le CSA. Voilà. Je suis désolé. Ah non, c'est de la vraie, c'est de la vraie. C'est de la vodka. Merci. Elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Oui, pH neutre. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Je vous en prie. Bon, allez, Thierry Ardisson, il arrive dans quelques instants. Ne bougez surtout pas. Salut les terriens du samedi. Hard review exclusive avec l'auteur de Gomorrah, l'homme qui a osé attaquer la mafia avec des livres, Roberto Saviano. Il est là pour une pièce sur la paternité. Ça tombe bien, il vient d'être papa. Gérard Darmon. Promis, on va pas lui parler de ses parents d'ailleurs. C'est qui ses parents? Thomas. Le plan A3 dont tout le monde parle. Les Coquettes. Et aussi Charles Aznavour dans son interview funérailles. Une vraie pépite. Plus la battle, les Moix d'or et Viso. 7 milliards de terriens et c'est lui que j'ai choisi pour l'Hard Review ce soir. J'accueille Roberto Saviano. Buonasera. Buonasera. Nessun problema con la scale? No, anzi. Va bene. Tout va bien. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine, l'Hard Review. Roberto Saviano, la mafia et Salvini veulent votre mort. Ça prouve au moins que vous êtes quelqu'un de bien. Les Français vous connaissent par vos livres et par la série Gomorrah. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on regarde. C'était la première fois qu'on a entendu parler de vous ici, en 2007. Magnéto, Serge. Nous souhaitions le rencontrer à Naples, trop dangereux pour lui. C'est à Rome que Roberto Saviano nous a donné rendez-vous pour une brève promenade dans un jardin public, entouré de ses gardes du corps. Âgé de 28 ans, cet écrivain napolitain a osé défier la Camorra, la puissante mafia locale. Dans son livre, une enquête qui a duré 6 ans, il raconte en détail sa mainmise sur la ville et surtout, il donne les noms des chefs de clan qui depuis ont juré de l'assassiner. Je vis avec l'idée de la mort. D'abord parce que j'ai grandi sur un territoire où des dizaines de personnes que je connaissais ont été abattues. Comme je l'écris dans mon livre, le premier mort par balle que j'ai vu, j'avais 12 ans. J'ai grandi sur un territoire où il y avait 4 morts par jour. Son territoire, c'est Naples, ses quartiers pauvres, ses règlements de compte, sa mafia omniprésente, du trafic du ciment à celui de la cocaïne. Un monde parallèle qui a résisté à tous les assauts de l'État italien pour le démanteler.
Je le dis sans crainte, leur force, c'est une force capitaliste. Parce que cette mafia, la Camorra, évolue sans cesse. Parce que la concurrence à l'intérieur est sans pitié. Mais la concurrence, c'est aussi les tribunaux, les forces de police. La police arrive à démanteler un clan lorsque celui-ci est faible. Et en l'éliminant, on crée un espace pour un nouveau clan. Roberto Saviano n'a pas renoncé à écrire sur la Camorra. À Rome, sa maison d'édition lui a aménagé un bureau bien à l'abri dans ses sous-sols, où ses gardes du corps peuvent surveiller l'unique entrée. Je reconnais que souvent le matin je me réveille en maudissant ce que j'ai fait. Mais je le referai 300 fois même, parce que c'était nécessaire d'écrire tout cela. Je vis parfois des moments très difficiles. Ça serait stupide de le nier. Son livre s'appelle Gomorra, comme Gomorre, la cité de l'Ancien Testament que Dieu détruisit par le feu à cause de ses péchés. Naples, Gomorre des temps modernes, la cité du mal, selon Roberto Saviano. Alors, Roberto Saviano, vous avez découvert que la mafia pouvait être embarrassée par la littérature. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. En réalité, la mafia a peur de la lumière. Les mafias savent très bien qu'il y a la police, les enquêtes, les juges, les tribunaux. Le souhait, c'est que les homicides fassent seulement l'objet des articles de la presse. Rien de plus. Par contre, la mafia a peur des yeux et des oreilles de mes lecteurs et de mes spectateurs. Alors, la mafia veut vous tuer, et c'est une information qui est validée par de nombreux mafieux repentis qui collaborent avec la justice. Depuis 12 ans, vous aviez 26 ans à l'époque, vous vivez sous protection policière, entre deux planques, jamais sans vos gardes du corps. Vous dites, je suis complètement paranoïaque, je suis brisé en petits morceaux, on ne m'a pas tué, mais on ne m'a pas laissé vivant non plus. Oui, c'est bizarre. Lorsque les premières menaces me sont arrivées, c'était plutôt des informations. C'est comme si on me prévenait. Eh bien, à un moment donné, on est obligé de se justifier d'être vivant. Mais comment? On aurait dû te tuer il y a 10 ans, n'est-ce pas? Et comment ça se fait que tu es toujours en vie? Mais alors tu n'es pas dangereux. Bon, ce n'est qu'une mise en scène pour vendre des livres. Mais ce n'est peut-être pas noble de le dire, mais je crois que mes livres sont ma vengeance. Est-ce qu'en France, il y a la mafia? Oui. Elle est très forte en plus. Je ne sais pas pourquoi, dans la culture française, on a eu cette perception après la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être on a fait attention à Marseille à un moment donné, mais il faut dire que les organisations mafieuses françaises sont très fortes. Il suffit de penser que toute la cocaïne qui arrive en France part de l'Amérique du Sud, elle arrive en Afrique équatoriale, et ensuite ce sont les Corses qui la portent en France. Et la mafia corse est très forte. Peut-être parce qu'en France, il n'y a pas de sang, donc il n'y a pas de mafia, c'est peut-être ça aussi. C'est une bonne observation, c'est une bonne remarque, mais je voudrais souligner que le nombre de morts à Marseille a dépassé le nombre de morts à Naples. Et le nombre de morts à Naples est plus important que le nombre de morts dans la bande de Gaza. Tout à fait. Et si c'était à refaire tout ça, est-ce que vous le referiez? Je ne réponds pas de façon courageuse, mais je ne le referai pas. Vous êtes devenu un héros, vous êtes un héros moderne, vous êtes notre héros. Vous voulez venger les morts de la mafia, c'est ça l'histoire, non? Merci de m'avoir appelé héros. Mais pour une certaine partie des gens de mon pays, je ne suis pas du tout un héros. Alors Gomorra, votre premier livre a été traduit en 50 langues. Il s'est vendu à une dizaine de millions d'exemplaires dans le monde avant d'être adapté au cinéma, au théâtre et évidemment en séries télévisées. Alors, Silvio Berlusconi
vous accuse de donner une mauvaise image de l'Italie. Oui, effectivement, ce n'est pas le seul en Italie. C'est une très vieille accusation. Lorsqu'on parle de mafia, eh bien, on est en train de faire la promotion de la culture mafieuse. C'est comme si on me disait, je ne sais pas, imagine une chambre dans le noir, dans laquelle je rentre, j'allume la lumière et on voit un cadavre. Et c'est la faute à la lumière. C'est ce qu'on me dit. Alors après le succès de Gomorrah, vous avez publié Extra Pur, un livre consacré à l'économie de la cocaïne. C'est un marché qui pèse quand même 300 milliards de dollars. Après la mafia sicilienne, vous êtes mis à dos les cartels mexicains. Et aujourd'hui, vous publiez votre premier roman, Piranhas, aux éditions Gallimard, consacré au baby gang. Alors comme il y a des enfants soldats, il y a des enfants mafieux. Oui, j'ai écrit ce roman parce que je me suis trouvé face à une histoire incroyable. Il y avait un groupe d'enfants qui avaient entre 10 et 19 ans qui, pendant 4 ans, se sont trouvés au sommet d'une organisation mafieuse très puissante. Ce n'étaient pas des baby gangs, ce n'étaient pas des petits killers ou de petits pushers, c'était vraiment des chefs. C'est incroyable. Cela a été possible parce que ces enfants étaient géniaux. Malheureusement, c'était un génie qui était au service du crime et de la barbarie. Alors, Piranhas, c'est un livre absolument passionnant. Le livre raconte le parcours de Nicola Fiorillo et de sa bande d'adolescents, sa Parenza, son groupe. Ils ont tous entre 14 et 18 ans, ils se déplacent en scooter, ils sont armés, ils sont fascinés par la violence et par le crime, ils ne croient qu'au pouvoir et à l'argent. Ils ont plus peur de devoir vivre comme leurs parents que de la mort. On ne regarde plus la mort comme un risque du métier. C'est une nécessité. C'est la suite de ce choix. Ces enfants veulent mourir après avoir vécu des années pendant lesquelles ils ont tout pris, tout raflé. Lorsque je suis allé les voir, les interviewer, bien évidemment les rescapés, ils m'ont demandé « Mais quel est ton âge ?» J'ai dit « J'ai 38 ans. » Tu n'as aucune valeur. Les personnes importantes meurent à 20 ans, à 21 ans. Ils m'ont regardé avec mépris. C'est incroyable, cette attitude. Alors, c'est une nouvelle génération de caïds qui remplace l'ancienne génération. C'est la génération des jeux vidéo, la génération des réseaux sociaux. On les appelle les baby gangsters. Et leur monde est totalement binaire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les faibles et les forts, les riches et les pauvres, les baiseurs et les baisés. Oui, c'est l'éthique, si on peut utiliser ce mot, des organisations mafieuses. Tu as deux choix. Est-ce que tu veux être baiseur ou baisé? Lorsqu'on y regarde bien, c'est peut-être la logique de notre temps. Pas seulement dans la criminalité organisée, mais dans la mafia. C'est un monde sans pitié. Ce qui est intéressant dans vos livres, et dans celui-ci en particulier, c'est qu'en fait, ça parle des jeunes mafieux, dans celui-là, mais en fait, ça parle de la société moderne. C'est là où ça a une dimension universelle, en fait, votre livre. Cette jeunesse décadente, vous la racontez, mais vous ne la jugez pas. Non, je ne la juge pas, parce que ces personnes ne sont pas des bêtes. Ils ne font pas partie d'une autre civilisation. Je me dis toujours que je ne veux pas raconter Naples au monde, mais je veux plutôt raconter le monde à travers Naples. Alors Roberto, vous vous êtes mis à dos la Camorra, les cartels mexicains, les baby gangsters, et vous êtes mis à dos le nouveau Mussolini, Matteo Salvini. Vous l'appelez le ministre de la pègre. Vous parlez de 50 millions d'euros volés par le parti de Salvini, la Ligue. Vous dites... Un jour pas si lointain, les Italiens comprendront ce qu'est vraiment un traître à la patrie.
ce qui est en train de se passer en Italie est très intéressant, je trouve, pour la France aussi. Il faut que la France regarde à l'Italie, parce qu'elle va voir son avenir. Matteo Salvini sta ottenendo un enorme successo. Matteo Salvini est en train d'obtenir un très grand succès avec des arguments violents. Il considère les immigrés comme la cible numéro 1 de tous les maux. La potenza del populismo è che non ha bisogno di La dimostrare puissance nulla. du populisme, c'est qu'il n'a besoin de rien montrer à Si fa personne. interprete di una rabbia spesso legittima. Le populisme reprend une colère qui est souvent légitime, une déception qui est souvent juste, Ma la sta spostando su obiettivi assolutamente mais elle reprend tout ça falsi, ingiusti. pour des objectifs qui ne sont pas du tout les bons objectifs. È notizia di solo pochi giorni fa l'arresto Il di y a un quelques sindaco jours, on a arrêté Mimmo un Lucano, maire, M. Mimmo Lucano, accusato di qui était aver accusé favorito l'immigrazione d'avoir clandestina. favorisé l'immigration clandestine. Ha solo salvato vite. Il n'a fait que sauver des vies, en réalité. Alors, vous critiquez tellement Salvini qu'en juin dernier, il vous a menacé de vous retirer votre protection policière. Magnéto Serge. Ce seront les institutions compétentes qui évalueront s'il court un risque réel. Parce qu'il me semble qu'il passe beaucoup de temps à l'étranger. Et ça me semble juste d'évaluer comment l'argent des Italiens est dépensé. Mais bon, c'est le cadet de mes soucis. Selon toi, Salvini, je suis heureux de vivre comme ça depuis 11 ans. Depuis plus de 11 ans. J'ai une escorte depuis que j'ai 26 ans, mais toi, tu penses me menacer, m'intimider? Ces dernières années, j'ai été sous une pression énorme. La pression du clan des Casalesi, la pression des narcos mexicains. J'ai plus peur de continuer à vivre comme ça que de mourir pour ça. Et donc tu crois vraiment que je peux avoir peur de toi? Bouffon, va. Buffone. Bello. Alors vous dites Salvini préfère s'attaquer aux migrants pour pouvoir mettre de côté les autres sujets sensibles. Il préfère qu'on le traite de raciste que de voleur. Quello che sta avvenendo fuori in tutta Europa è che gli Dans immigrati l'Europe sono entière, on considerati estime que les responsabili immigrés sont les responsables de tous les problèmes. e non è così. Ce n'est pas le cas, ce n'est Non pas solo, comme ça. ma non c'è nessuna invasione. Et il n'y a aucune invasion en 100.000 plus. persone che arrivano On in parle Italia de ogni 100 anno. 000 personnes qui In un arrivent en paese Italie che si chaque sta année. desertificando. Eh bien, l'Italie est un pays qui est en train de perdre de plus en plus de population, est en train de se vider. Ma c'è una posizione intermedia Mais on peut adapter tra il ou non choisir une controllare le position frontiere intermédiaire e il respingere e entre lasciar morire in mare. le fait C'è una de posizione rejeter les migrants et de les laisser mourir dans la mer ou de laisser tout simplement ouvertes les frontières. La posizione intermedia è ridare i visti. Quelle est cette solution intermédiaire? C'est celle de donner des visas de travail Hanno chiuso en Europe. i visti in Africa. Mais on a refusé cette politique de visa. Il faudrait à nouveau prévoir ces visas pour l'Afrique. C'est une solution pour arrêter le désir de venir en Europe tout simplement avec des embarcations de fortune en risquant sa propre vie. En Italie, il y a quelques années, 700 000 migrants avaient été reconnus. Esatto, esatto. Oui, e c'est fu ça. proprio il governo della Lega. Et en plus, c'est le gouvernement de la Ligue, Perché servivano. parce qu'on en avait besoin. Alors pour vous, les Italiens sont écrasés sous le poids d'une politique qui se fait dans les talk-shows et sur les réseaux sociaux. Vous parlez d'une politique provocatrice qui parle aux citoyens dévastés par des décennies de berlusconisme et d'anti-berlusconisme. Vous vous sentez un peu seul? Un po' ci sono abituato. J'ai l'habitude, au moins un petit peu. Però mi dico sempre, la merda Je me conciva. dis toujours que la merde est utile. E quindi Est utile pour le più sol. le ricevo, più le mie radici si fortificano. Donc je pense que mes racines vont être de plus en plus fécondes. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza. Alors je rappelle le titre de votre nouveau livre, donc qui est consacré au baby gangster. Ça s'appelle Piranhas, c'est publié chez Gallimard. Alors, ça ferait un film formidable, mais Roberto,
l'industrie du cinéma, en glorifiant la mafia, n'est-elle pas le principal ennemi de votre combat? C'est une question très intéressante, je trouve. La mia strategia Ma stratégie est la suivante. proteggermi dal non fare mai film o serie Je ne veux jamais faire des séries ou des films superficiels. e raccontare i meccanismi. C'est pour cela que j'essaye de raconter tout ce qui est derrière, comment ça marche l'économie, comment ça marche le pouvoir. E quindi chi guarda le mie serie Donc ceux qui regardent les séries que j'ai écrites sa sino in fondo savent jusqu'au bout che racconto una realtà autentica. que je raconte une réalité qui est authentique. È molto rischioso pensare che Il est très dangereux d'ailleurs de penser que del male si je parle du mal, je suis en train de diffuser le mal. Alors Roberto, il y a une dernière chose là, j'y pense, c'est la question Colombo. Roberto, si vous pouviez vous évader de votre vie actuelle, vous iriez où? andare in un posto dove J'irai posso riniziare tutto, quelque part où je pourrais recommencer à zéro. dove la mia presenza Là non où ma mette présence in difficoltà chi ne mi vuole bene. mettrait pas en difficulté ceux qui m'aiment. Io ho rovinato la vita di tutte le persone J'ai che gâché mi la amano. vie de toutes les personnes qui étaient autour de moi. E mi immagino un posto come la Nuova Je Zelanda. pense à un endroit comme la Nouvelle-Zélande, par exemple. C'est loin. Speriamo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi. Merci à vous. C'est vraiment Lolo. Ça va bien et toi? Ouais, super. Alors j'ai un petit objet. C'est quoi? Ça, c'est du spectacle à l'état pur. C'est des cotillons. Ah. Je suis intimement persuadé que Gérard Darmon, que je connais bien, va faire une vanne incroyable pendant l'émission. Ouais. Et là, je vais guetter sa vanne. Ça va être un feu d'artifice. Ah ouais. Et je vais déclencher ce nuage de cotillons et ça va foutre une putain de bonne ambiance. Tu connais, c'est bien. Merci. Merci Laurent. Ça va ressembler un peu à Hollywood, hein, je vous préviens. D'accord. Alors on va diffuser tout à l'heure une interview de Charles Aznavour qui est absolument incroyable, qu'on a retrouvée. C'est qu'un jour il est venu, dans Tout le monde en parle. J'étais là. Et on lui a fait l'interview funérailles, c'est-à-dire Charles Aznavour, vous êtes mort, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et on va la diffuser aujourd'hui. C'est vrai que ça prend un certain relief. Mais oui, parce qu'à chaque fois, tu me disais depuis des années, j'ai l'interview, qu'est-ce qui fait qu'il ne meurt pas? Si tu me le disais, rappelle-toi. On regarde À quoi ça un petit bout. Magnéto, Serge. Vous n'y couperez pas, Charles Aznavour, on va vous faire une interview funérailles nationales. Attention. Vous aimeriez qu'on dise quoi de vous maintenant que vous êtes mort, Charles Aznavour? Bah, qu'on dise du bien. Ouais. Mais du bien, hein, pas n'importe quoi. Ouais. Qu'on me grandisse. Et voilà. Donc la suite, c'est tout à l'heure, c'est incroyable. Générique. Go down. Salut les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est en compagnie de mon ami Laurent Baffy. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Pleine forme. Alors on décernera les Moix d'or tout à l'heure, mais d'abord, il y a la battle, le débat de la semaine. Voilà la battle, le débat au débit avec ce soir Solveig Alloin, Alexandra Blanc, Cédric Neveu et Étienne Gagneron.
Alors, Solveig Alloin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante animaliste et porte-parole de Boucherie Abolition. Bienvenue parmi nous, Solveig. Alexandra Blanc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du mouvement Vegan Impact. Bienvenue parmi nous. Cédric Neveu, bonsoir. Vous êtes artisan boucher à Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne. Bienvenue parmi nous. Et Étienne Gagnon, donc, vous êtes éleveur. Vous êtes vice-président de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Bienvenue parmi nous aussi. Battle de ce soir, vegan contre boucher. La guerre est déclarée, mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Depuis le début de l'année, une vingtaine de boucheries ont été vandalisées par des militants véganes. Là, il y avait Stop Spécisme et la porte. Il y avait 3 impacts dans la porte. Par rapport aux 18 000 boucheries françaises, ces actions restent minoritaires. Alors barrez-vous avec votre bordel. Barrez-vous avec votre bordel, ça va mal finir. N'empêche, les bouchers ont écrit au ministre de l'Intérieur pour dénoncer une forme de terrorisme. C'est plus une action, quoi. C'est, voilà, on casse. Là, je pense qu'arrive un moment, il faut dire stop. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter de la violence des militants véganes? En France, 97% de la population mange de la viande. Et pourtant, malgré leur position ultra minoritaire, les militants véganes exigent la fermeture des abattoirs et des boucheries. Ça paraît totalement délirant. Et pourtant, en 1900, les premières féministes britanniques étaient elles aussi ultra minoritaires. Elles aussi faisaient scandale en réclamant le droit de vote, et certaines ont même fini en prison. N'empêche, elles ont réussi à imposer leurs idées. Pour compenser leurs faibles effectifs, les militants véganes organisent donc des opérations spectaculaires qui attirent les médias. Ainsi, les vidéos tournées illégalement par l'association L214 ont choqué l'opinion, ce qui a ouvert le débat sur la souffrance animale. Pour que l'agroalimentaire cesse de traiter vaches, poules et cochons comme une matière première. C'est juste une question empathique. On reconnaît en l'animal quelque chose de proche et de plus en plus proche au fur et à mesure que les années passent. Mais attention, le mouvement vegan semble se radicaliser. Ainsi, la semaine dernière, un incendie criminel a détruit un abattoir dans l'Ain. L'occasion pour Laurent Wauquiez de pousser un coup de gueule. Ça suffit de laisser quelques excités idéologues extrémistes taper sur nos agriculteurs. Je ne peux pas accepter ça. L'incendie n'a pas été revendiqué, mais il rappelle les méthodes employées par le Front de libération des animaux. À la fin des années 90, ce réseau écolo-terroriste américain a provoqué 80 millions de dollars de dégâts en incendiant notamment des abattoirs et des usines de viande. Considéré comme la deuxième menace terroriste après les djihadistes, le groupe a été démantelé par le FBI, puis condamné à de lourdes peines de prison. Du coup, sachant que la France a toujours quelques années de retard sur les États-Unis, on s'inquiète. Jusqu'où les véganes français sont-ils prêts à aller pour empêcher les hommes de tuer des animaux? C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Donc, pardon, là, tous ensemble, on va tailler une bavette, donc. J'y vais? Ça te fait péter? Non, pas encore. Attends, Darmon. C'était une bonne vanne, pourtant. C'est une bonne vanne, mais attends, Darmon. Ou alors, t'as d'autres cotillons. Cédric Neveu, dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier, un commando de 6 personnes cagoulées a fait 5 000 € de dégâts dans votre boucherie à Épinay-sur-Orge. Vous avez dit, ils veulent nous déclarer la guerre, ils vont la voir. Il y en a plus d'un qui sont prêts et ils dorment avec leurs fusils. C'est-à-dire la prochaine fois, ils vont se prendre une chevrotine? Ouais, ça, c'est ce qu'on a entendu, hein, qu'il y en a plus d'un qui dormait et qui était prêt à riposter. Hein. Alors, pour vous, c'est des terroristes, en fait? Ouais, c'est des terroristes amateurs. C'est de la résistance, les héros de la résistance qui jettent des cailloux et taguent des vitrines. Ouais. Alors, quand vous lisez « boucher, pas un métier », ça vous meurt de vous, parce que boucher, c'est votre métier, en fait. Oui, c'est un métier, c'est un art. Ouais. C'est une insulte, ça. Ouais. On prend ça comme une insulte. Solveig Alloin, vous êtes porte-parole de Boucherie Abolition, à qui l'on doit le slogan « Boucher, pas un métier ». Vous vous dites animaliste. C'est quoi la différence entre un animaliste et un vegan? L'animalisme, c'est, on va faire une analogie, quand on est antisexiste, on est féministe, puisque c'est le peuple des femmes qui est oppressé. Quand on est antispéciste, on est animaliste, et là on met au cœur du lexique les personnes opprimées. Et donc le combat animaliste, la résistance animaliste, bien
bien au-delà du militantisme, comme vous me l'avez dit, c'est un combat politique de justice sociale. Il faut abolir universellement l'élevage et sortir de la culture zoophage, qui est une folie normalisée. Alors pour vous, le drame qui touche les animaux, c'est pire que l'Holocauste. Vous dites c'est un holocauste, oui, avec un N. C'est-à-dire que les animaux sont nés pour être tués, en fait. Oui, je ne fais que décrire le réel. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous appelez le fait de préméditer l'extermination d'un massacre de millions d'individus avant même leur naissance. Ouais. Donc, c'est un holocauste, puisque c'est un génocide industriel, comme l'ont dit des survivants de la Shoah, hein, c'est eux qui le crient le plus fort, je le rappelle, et c'est un permolocauste. Vous n'allez pas comparer. Ce n'est pas moi qui le compare, ce sont des survivants. Ce sont des survivants. Lisez un éternel Treblinka. Lisez Charles Peterson. Il y a dans la Shoah une idéologie. Laissez-moi finir la définition d'un. Il y a dans la Shoah une idéologie qui vise à éliminer une partie de l'humanité. Il y a une idéologie. Mais écoute là, t'es bouché ou quoi? Mais au-delà des bouchers, en fait, votre cible, c'est plutôt les éleveurs, en fait. Ce sont tous les acteurs d'un système criminel, autrement appelé la filière. Tous les acteurs de la filière de l'élevage, que ce soit les multinationales du Zoolocauste, que ce soit les éleveurs, que ce soit les bouchers, que ce soit les religions qui sont la matrice idéologique du spécisme, en grande partie, que ce soit la propagande, etc. Okay. Il y a énormément d'acteurs coupables. Merci Solveig. Donc Étienne Gorneron, vous êtes éleveur. Oui. Donc là, vraiment, vous êtes les... Je suis la cible. Ah, vous êtes dans la cible. La cible à abattre, le criminel, bah le voilà, capot. Vous faites naître des animaux qui sont destinés à être, si je suis Solveig, à être assassinés, à être tués, quoi, c'est ça. Alors bon, déjà la terminologie employée, que ce soit la comparaison avec la Shoah ou en permanence de comparer des individus et des animaux, c'est leur façon de voir les choses. Voilà, il y a une radicalisation d'un mouvement qui veut remettre en cause 11 000 ans d'histoire, l'histoire de la domestication entre l'homme et l'animal, qui aujourd'hui nourrit plusieurs milliards d'humains, sans qui, voilà, il y a quand même une partie de la planète qui ne vit qu'avec des animaux. C'est faux. Bon, ces courants sont issus d'une urbanisation excessive, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne connaissent absolument rien à notre vie. Vous êtes pour le bien-être animal, en fait. Hein. Vous donnez beaucoup de mal pour vos animaux. Bien sûr. Notre métier, c'est surtout de faire naître des animaux et de bien les nourrir, de bien les soigner. Effectivement, la finalité, c'est la consommation humaine, parce que ce sont de protéines de très très grande qualité et qui permettent de valoriser des territoires entiers, puisque nos animaux ne consomment essentiellement que de l'herbe. Et pourtant, ça fait beaucoup de foin. Ah oui, ça fait... Alors, Alexandra Blanc. Pas beaucoup cette année. Alexandra Blanc, vous êtes président du mouvement Vegan Impact. Vous dites, en fait, que les bouchers se victimisent, alors que les vraies victimes, ce sont les animaux. Bien sûr, ce sont les animaux. Il y a 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France. 3 millions 3 millions par jour, juste en France. Qu'on ne fasse pas croire au bien-être animal de la part de la FNSEA, qui a eu le projet loi pour l'alimentation il n'y a pas longtemps. Ce projet de loi alimentation, tous les Français étaient pour. L'opinion publique, c'est même pas une question de manger de viande ou pas. On voulait la fin de l'égorgement des animaux sans anesthésie. On voulait la fin de l'abattage avec le dioxyde de carbone pour les cochons, la fin du castrassage à vif des porcelets, la fin des poules et des lapins élevés en cage. Tout a été refusé en bloc, sans compter le glyphosate qui a été maintenu par la FNSEA. Donc je ne pense pas que c'est vraiment tout à fait le bien-être animal. Bien. Alors, Yann Moix, évidemment, vous êtes écrivain et c'est d'abord la guerre des mots, c'est-à-dire guerre civile, terrorisme, les camps, le génocide, l'Holocauste, le no-Holocauste, le zoolocauste. C'est des mots qui résonnent en vous, ça. Je fais une coupure, moi, entre le monde animal et le monde humain, parce que c'est l'anthropomorphisme que de penser à la place des animaux. Les animaux ont leur mystère, et penser qu'il y a une continuité de l'animal à l'homme est à mon avis une erreur, mais il est vrai qu'il y a un respect de l'animal que tout le monde doit avoir. Effectivement, la boucherie a été un art, et que l'industrialisation de la mort qu'on fait subir aux animaux depuis le début du XXe siècle est une aberration, est une barbarie, est une ineptie, mais qu'en aucun cas je ne comparerai à la destruction des Juifs d'Europe. C'est-à-dire que, en fait, vous défendez l'idée que finalement, l'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas absolument un animal. Si vous voulez, si l'homme était un animal, c'est une continuité entre l'un et l'autre, tout le monde coucherait avec son chien.
L'homme C'est ce est que je un veux dire. animal. Quelle est l'empathie? L'être humain est un animal. Hein, Non, mais juste, non, l'être humain n'est pas un animal. Ah si, c'est factuel. Ouvrez un dictionnaire. L'être humain est un animal sapiens, sapiens. Même si l'homme est un animal... Un débat intellectuel sur un sujet. Vous pensez que l'être humain est un animal? Alors, arrêtez de dire que la Terre est plate, si vous voulez. Je ne pense pas que l'homme soit un animal, précisément. Vous ne pensez pas, mais factuellement, nous sommes des animaux. Oui. La différence entre l'animal et l'humain, pour moi, est le projet. Un animal a un futur, l'homme a un futur. L'animal n'a pas d'avenir. Ce n'est pas la réalité. L'animal n'a pas d'avenir. Quel est l'avenir de votre chien? L'avenir d'un homme, c'est tout ce qu'il met comme projet. Mais là, c'est votre définition de l'animal. Nous sommes des animaux. Qui sont-elles pour Vous avez une biologisation de la vision de l'homme. Parce que c'est sûr que c'est pas vous qui allez porter la. Quelle est l'empathie d'une mouche pour le zèbre et réciproquement? Mais même si l'homme est un animal, les animaux, ils se mangent entre eux. Non, mais. Pourquoi on ne pourrait pas manger des animaux? Alors, tous les animaux ne se mangent pas entre eux. Il y a des pourquoi animaux vous avez des molaires? Pourquoi vous avez des molaires? C'est pas pour manger de nous l'herbe. sommes déjà. J'ai vu sur votre charte que vous mettiez que vous êtes carnivore. Alors, l'être humain est omnivore. On est omnivore. Non, on est omnivore, ce qui veut dire qu'on peut manger de tout. Même les véganes sont des mais personnes c'était une omnivores provocation biologiquement. vis-à-vis de vous. Désolé, vu les provocations que nous on a. Oui, mais comme vous dites des choses fausses, vous n'êtes pas un lion. Vous ne vivez pas dans la savane, vous même. ne mangez pas des enfants. Enfin, voilà. On est même carnis, si vous voulez. Oui, voilà, vous êtes des carnistes omnivores. C'est biologiquement, on peut manger de tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que, voilà, qui peut porter la parole des animaux? Pourquoi ces deux jeunes femmes... Pourquoi vous? Moi, je ne la porte pas, je ne parle pas à la place des animaux. Parce qu'il n'y a personne pour les défendre, Déjà, ce qu'on sait, c'est que quand on ouvre leur site, la première chose, c'est pour les legs et tout, aller sur tel truc. C'est une histoire de pognon, en fait. Nous sommes bénévoles, on ne gagne pas un C'est pas vrai. centime sur J'ai les été animaux. voir sur vos sites avant de venir. Il y a les legs. La première pour aider interpellation, c'est le leg. Vous, c'est votre métier. Taisez-vous un peu qu'on puisse s'exprimer dans ce débat. C'est votre métier d'être sur les animaux. C'est votre métier, on ne gagne pas un centime. Voilà, on se calme, on échange des arguments, oui. Là, vous parlez de tout ce qui vous oppose et jamais de tout ce qui vous rassemble. Car tous, à cette table, nous sommes d'accord pour qu'il y ait des élevages dignes, des transports dignes et des abattages dignes, autant que faire se peut. Alors, à ce moment-là, Monsieur Baffy, tous ces messieurs sont complètement hors sujet, puisque 99,5% de l'élevage est industriel. Donc ces messieurs, non, ce sont les chiffres. Non, 95% des porcs et 80% des vous n'avez rien à poulets faire sur ce sortent plateau, de vous l'élevage êtes hors sujet. industriel. Oui. Non. Donc, vous parlez des porcs. Non, les animaux en général. Elle a parlé des animaux. Je suis désolé, en France, il y a monde. 12 millions d'hectares de prairies. Donc c'est l'équivalent, pour ceux qui ne connaissent rien à l'agriculture, à 24 millions de terrains de football. Donc cet espace-là, il est occupé que par des animaux, des ruminants, qui ne mangent que de l'herbe. L'herbe n'est pas consommée pour les humains, donc on n'est pas en concurrence sur la même alimentation. Si ces animaux disparaissent, ces territoires entiers s'enfrichent et disparaissent. Menteur. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de qui? De ces territoires, de ces 12 millions d'hectares de prairies, s'il n'y a plus d'animaux, on en fait quoi? Les terrains de football, vous venez de le dire. On en fait quoi? On en fait quoi? Solveig, imaginons que, voilà, on y arrive. Qu'est-ce qu'on fait des animaux qui sont là? Tous les animaux qui sont assassinés dans les camps de la mort, on les a fait naître. Parce que votre question témoigne d'une incompréhension. Le vocabulaire est obscène, là, quand même. On fait naître. J'ai vraiment du mal à rester sur le plateau, Thierry. Ah ben, quittez-le, alors. Les camps de la mort, pour parler de... Je voudrais répondre à cette question fondamentale. On fait naître. Il est là. Elle est là, la radicalité du problème. On fait naître des individus par millions tous les jours, par viol procréatif. Imaginons que demain, on arrête de les manger. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vous réponds, ils ne seraient pas au monde. C'est l'élevage qui les fait arriver au monde. Il n'y a rien à colmater, à faire disparaître. Ils ne seraient pas là. C'est faux. Elle ne connaît rien à l'élevage. Elle ne connaît rien. L'élevage, on y est toutes les semaines dans les camps de la mort. Vous n'êtes nulle part toutes les semaines. Vous habitez en ville. Vous ne connaissez rien. Vous n'avez aucune légitimité. Vous ne connaissez rien. Vous êtes un prolétaire esclavagiste. Vous n'avez aucune légitimité. Et vous avez une légitimité. Mais quelle légitimité? Moi, je pense que cette radicalisation auquel on assiste, elle est en train de mettre à mal tout le courant philosophique qui a apporté ce débat. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que notre société moderne ait envie d'avoir des relations différentes avec les animaux que ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années ou même un siècle. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Yann Moix quand il dit que l'industrialisation de l'abattage est une catastrophe. Je pense qu'il ne fallait pas aller voir dans les cours de ferme comment ont été abattus les animaux il y a une centaine d'années. Ce n'était pas très joli. Et je pense que les conditions sanitaires qui aujourd'hui sont dans les abattoirs sont de bien meilleure qualité. Mais cette radicalisation
c'est-à-dire de porter à la connaissance uniquement des images négatives. Enfin, toutes les vidéos, c'est que le petit bout de la lorgnette. C'est complètement faux. L214, ça fait peur. Moi, j'étais en débat avec Brigitte Gauthier la semaine dernière sur France Inter. Elle est très ennuyée par la radicalisation de ces gens-là, parce que leur mouvement, il n'est pas bon pour nous, parce que la manière dont il est pris, il est trop dur, se fait dépasser par leur radicalisation, parce qu'elles ne connaissent rien. Les gens de L214 connaissent leur sujet. Elles ne connaissent rien du tout, elles ne connaissent rien à rien. Et moi, je dis qu'il faut qu'elles continuent à se radicaliser, à nous empêcher de parler, et ça va détruire leur mouvement. Solveig ? Depuis qu'on a commencé ce débat dans un climat très festif, il y a, dans une cadence infernale, les animaux subissent des viols procréatifs, subissent des vies de persécution et sont abattus sur des chaînes d'abattage. Comme la violence est là, la question n'est pas, pour résister à ça, d'être violent ou non violent. La question, c'est d'être offensif ou inoffensif. Et là, il faut être offensif contre une violence institutionnalisée, normalisée, moralisée, légitimée. Et donc, ça ne relève pas d'un choix personnel, je fais ce que je veux, je suis zoophage, je ne le suis pas. Il y a une victime, où est le choix des victimes? Donc, il faut le comprendre comme ça. Excusez-moi, vous comprenez bien que là, vous faites ce que dit Yann, c'est l'anthropomorphisme, c'est que vous prêtez aux animaux une valeur. Moi, je veux bien qu'on soit végétarien, ça ne me dérange pas du tout, je mange de moins en moins de viande, si vous voulez. Mais là, vous prêtez quand même aux animaux une dimension anthropomorphique, vous les comparez à des humains. Vous continuez de séparer les humains et les animaux. Étant donné que nous sommes des animaux... Non. Et que... Si. Non. Moi, je pense, comme Teilhard de Chardin, que l'être humain, c'est le singe plus Dieu. C'est-à-dire, je pense que l'être humain est radicalement différent des animaux. Voilà. Oui, vous avez des réelles idéologies spécistes, et donc partant de là, évidemment, ça va être compliqué. Je suis spéciste, si vous voulez. Laurent. Je soutiens Brigitte Gauthier qui fait un travail exemplaire avec toute son équipe. L214, c'est formidable, ça dénonce vraiment des choses inacceptables. Ça dénonce des choses inacceptables. Je pense qu'il y a des bons bouchers et des bons éleveurs, monsieur. Mais c'est trop facile de faire des vidéos sur un petit truc et dire que c'est la généralité. Je peux le faire. C'est trop facile. Je vous dis ce que je pense, monsieur. Je suis pas en opposition. C'est trop facile. Et ce que je pense à propos de vous, c'est que si vous voulez vous faire entendre, il faut parler moins fort. Parce que vous criez et on ne vous écoute plus. Parce que vous êtes... Je comprends que vous soyez ulcéré, mais votre parole s'annule parce qu'on n'a plus envie de vous écouter, parce que... Il faut que ce soit Laurent Baffy qui donne des leçons de sagesse. Incroyable. Je donne mon avis. Et tu as raison. Vous seriez beaucoup plus efficace si vous cessiez de coller au martyre animal, à la barbarie de la manière dont on traite les animaux, des concepts qui sont de l'ordre du crime contre l'humanité et qui me paraissent une aberration. Oui, mais elle parle de crime. D'accord, mais tout à l'heure, elle parle de crime contre l'animalité. Oui, mais quand un animal disparaît, c'est un crime contre l'humanité. Elle a évolué depuis le début du débat, parce que tout à l'heure, elle parlait de crime contre l'humanité appliqué aux animaux, ce qui n'est pas exactement la même chose. Quand on parle d'Holocauste et qu'on parle de camp de la mort, ça fait référence à une période de l'histoire. Et votre calme. Holocauste veut dire chair brûlée. Et respecter la mémoire des survivants, c'est eux qui le disent. Vous savez très bien, mademoiselle, madame, que les résistants animalistes. Parler de camp de la mort en Israël, et mon cerveau. Renseignez-vous au lieu de dire des inepties, s'il vous plaît. Mon cerveau, puisque vous parliez tout à l'heure de viol, se sent violé quand un être humain utilise le mot camp de la mort au sujet des animaux. Et sur ce sujet-là, comment vous appelez un génocide industriel? Trouvez un nom, puisque vous êtes si imaginatif. Holocauste, on l'a trouvé. Alexandra. Non, mais moi déjà... Le mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites qu'on n'y connaît rien. Oui. Sur notre site, par exemple, toutes les sources, c'est des sources scientifiques. Donc j'aimerais bien que vous me donnez vos sources, à part que vous imaginez avec vos faux sites là, pour faire de la propagande. Quand on sait tout ce qui se passe dans les lobbies, vous êtes un lobby, vous êtes ultra puissant, vous arrivez à convaincre les politiques. C'est faux? Pourquoi tous les Français ne veulent pas... On fait notre travail de syndicat, vous ne savez même pas comment ça fonctionne un syndicat. Quelle représentativité vous avez? Vous êtes élu par qui pour parler, pour porter une parole? Moi j'ai 220 000 adhérents à la FNSEA. Oui, c'est bien justement, vous avez plein d'argent, nous on n'est rien du tout, on veut juste... Vous ne savez rien, vous ne connaissez rien et vous causez comme si vous connaissiez tout, vous parlez d'Holocauste et tout, mais arrêtez! On a la chance d'être dans une époque où il n'y a plus de guerre, où les gens devraient travailler ensemble, construire des choses ensemble, modifier nos pratiques. Je suis prêt à modifier mes pratiques avec vous, mais vous ne racontez que des... Mais vous n'écoutez pas que des conneries, déjà vous m'écoutez même pas. Ils ne vous appartiennent pas, j'ai même pas pu parler. Non, ils ne vous appartiennent pas, vous ne produisez rien. Je prends que le bœuf au téléphone, pas maintenant. C'est chaud, c'est super chaud, je te rappelle. Absolutely. Yeah.
Solveig Alouin, merci d'avoir été avec nous. Alexandra Blanc, merci d'avoir été avec nous. Cédric Neveu, merci d'avoir été avec nous. Étienne Gagneron, merci. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. Et les Moix d'or. Alors, Yann, des Moix d'or placés cette semaine sous le signe du faux. Parfois, on entend parler de la semaine du blanc. Ouais. Là, j'ai l'impression que cette semaine, c'était la semaine du faux. D'abord, le premier Moix d'or que je vais décerner, ça sera à Alexandra D. Alexandra D, c'est une fausse victime des attentats du 13 novembre 2015. Elle a fait croire qu'elle avait été victime. On a l'impression qu'en France, si on n'est pas victime, on n'est rien. Si on n'est pas presque mort, on n'existe presque pas. Alors, d'un côté, on a des faux musulmans, c'est vrai, qui sous des faux prétextes ont commis un attentat. Et Salah Abdeslam, qui est leur chef, est un faux martyr, puisqu'il n'a pas eu le courage de se faire sauter à la dernière minute. Donc les seuls qui soient dans le vrai dans cette histoire, hélas et mille fois hélas, ce sont les morts. Ouais. Deuxième Moix d'or. Le deuxième Moix d'or que je vais décerner, c'est à un faux rebelle, Kanye West. Ouais. Alors Kanye West, il a trouvé que c'était trop difficile pour le cortex cérébral d'un fan de rap de retenir son nom de Kanye West en entier, donc maintenant il s'appelle Ye. Alors, c'est pas la première fois qu'il simplifie son nom. Au début, il s'appelait Kanye Omari West. Donc il a enlevé le Omari, ensuite il a enlevé le Khan. Omari, si tu savais. Il a enlevé le Khan, il a enlevé le West, il ne restait plus que le Ye. Alors je me suis amusé à essayer sur un autre nom pour voir ce que ça fait. J'ai essayé sur le nom de Yosif Vissarionovitch Djoukashvili. Donc je me suis amusé à enlever le Vissarionovitch. Il restait donc Yosif Djoukashvili. Ensuite, j'ai enlevé le Sif et j'ai enlevé le Djoukashvili. Il restait donc Yo. Yo. Le Yo de Yosif, qui est assez proche de Ye. Sauf que Yo, lui, il a décidé finalement d'opter pour Staline, ce qui est un petit peu plus rebelle quand même. Très bien. Et Aznavour. Bah oui, là, je vais lui donner à Charles Aznavour le Moix d'or de la fausse promesse. Il avait promis à Michel Drucker de faire un concert sur les Champs-Élysées pour ses 100 ans. Ouais. Alors, malheureusement, il n'a pas tenu parole. C'est inadmissible. Et alors je me suis demandé, est-ce que c'est parce qu'il n'aurait pas pu se supporter lui-même jusqu'à 100 ans? Non, c'est parce qu'il n'aurait pas supporté Michel Drucker jusqu'à 82 ans. Mélenchon. Ah bah, Moix d'or de la fausse nouvelle. Mélenchon nous fait croire qu'à Cuba, un vaccin peut soigner le cancer des poumons. Cela dit, c'est tout à fait logique. Robespierre était quelqu'un d'heureux, qui aimait la vie, les femmes et la bonne chair. Hugo Chavez était un démocrate féru de Voltaire. C'est vrai. L'Union soviétique était un paradis sur Terre. On peut aussi dire que les Insoumis est un parti ouvert, tolérant, qui fait montre de tempérance, et que le média est une chaîne ouverte à toutes les opinions et très ouverte sur le monde. Donc il est parfaitement logique que le cancer du poumon soit éradiqué à Cuba et que Yuri Gagarin ait posé le pied sur la Lune avant Armstrong. Il y a Dupont-Aignan aussi. Ah oui. Alors, après Az, puisque j'appelle maintenant les gens par leur diminutif. Après Az et notre ami Mélenchon, voici Nicolas Dupont-Aignan. Alors, je lui ai trouvé un diminutif. J'ai essayé Nick, ça marche pas. Pont, ça marche pas. Aigne, j'aime bien parce que ça ressemble un peu à haine. Alors, lui, Dupont-Aignan, c'est simple. Il nous dit, si on apprend l'arabe à l'école, c'est un terreau pour le terrorisme. Apprendre l'arabe, c'est forcément provoquer l'essor du terrorisme en France. Alors, je me suis amusé à imaginer son raisonnement avec d'autres langues. Apprenez le grec, vous allez devenir homosexuel. Apprenez l'allemand, vous allez devenir hitlérien et antisémite. Apprenez le hébreu, vous allez devenir sioniste. Apprenez le portugais du Portugal, vous allez devenir concierge. Ou carleur. Apprenez le portugais du Brésil, vous allez devenir travesti. Le wallon, vous allez devenir pédophile. Bref, voilà un peu les raisonnements qu'on pourrait avoir. Et si vous apprenez le catalan, vous allez devenir valsiste. Alors, il a fait un petit tweet il y a quelque temps, le 27 septembre, et regardez un peu, la polémique. Avant de généraliser les cours d'arabe, il faut assimiler nos jeunes en leur apprenant le français. Le gouvernement ne fera que développer le communautarisme et enfermer les jeunes dans leur cité. DVP, c'est très français. À mon avis, il apprend d'abord la tolérance et ensuite il pourra donner des cours de français. Ah, Elisabeth II, là, c'est... Alors là, c'est le Moix d'or du faux bras. Du faux bras. C'est fascinant. Je suis stupéfait. Elle a un faux bras pour pas se fatiguer. C'est vrai qu'elle n'est pas toute jeune, mais on lui a offert un faux bras. Et donc, on a l'impression... Ça, c'est un faux bras. On a l'impression qu'elle salue la foule avec un faux bras. Imaginez Hitler faisant son signe nazi avec un faux bras. Imaginez Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun. Une fausse main dans une fausse main. Le pape qui, avec une fausse main, bénit vraiment. Le Christ
avec des faux bras en croix. Pendant ce temps-là, il lit les évangiles dont il est le héros. Armstrong qui met un faux pied sur la Lune. Le cœur de Louis XVII qui serait un cœur artificiel. Et les faux poings de Mohamed Ali. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron est allé à Saint-Martin, il y avait des jeunes qui ont fait de l'honneur. L'honneur de la République est sauf, c'était des doigts en plastique. Et pour finir, le peintre, Jean-Michel Basquiat. Alors, puisque la semaine du faux doit maintenant se conclure, on va la conclure avec Jean-Michel Basquiat, dont les toiles peuvent dépasser les 100 millions d'euros sur le marché de l'art. Alors, est-ce que c'est une fausse valeur? On ne peut pas le savoir. De toute façon, en matière d'art contemporain, il n'y a que des faux débats. Ah, bravo. Merci, Yann. C'est Yann Moix qu'on voit ici la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est. Laurent Baffy est toujours là. Alors Laurent, tu sais que dans une vingtaine de minutes, on va regarder l'hommage des Terriens à Charles Aznavour. Super. L'interview funérailles, un truc incroyable, une vraie pépite. Magnéto, Serge. Vous n'y couperez pas, Charles Aznavour, on va vous faire une interview funérailles nationale. Attention. C'était quoi votre dernier mot avant de mourir, Charles Aznavour? Je reviendrai. Ah, bravo! C'est dans 20 minutes. Et maintenant, j'accueille Gérard Darmon, Thomas Dutronc et les Coquettes. Bravo! 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 Alors bonsoir Juliette, Lola, Marie, vous êtes les Coquettes, actuellement sur scène au Grand Point Virgule. Tout Paris est déjà venu vous voir, même Brigitte Macron. Eh oui. Incroyable. Ah oui. Elle est où, à droite ou à gauche? Est-ce qu'elle savait que vos chansons parlent de la position du missionnaire ou des fessées coquines? Je ne sais pas si elle le savait avant, en tout cas... Elle a aimé? Est-ce qu'elle a aimé? Elle a aimé la chanson sur l'excision, elle a aimé le sketch sur le féminisme. Et la chanson sur la chatte, elle a trouvé ça bien? Oui, elle a trouvé ça très important. Elle a aimé la chatte? Bah oui, c'est italien, la chatte aimée quand... Remarquez, son mari Emmanuel Macron, son canaille aussi, il est avec des transgenres sur le perron de l'Élysée. Ah, c'est pas son fils. Il est à Saint-Barth avec des jeunes un peu, voilà. Hein, il a l'air de bien les apprécier. D'ailleurs, il se colle à eux. Non, mais le soir où Brigitte Macron était là, il y avait quand même Joe Star aussi. Donc, pour dire, notre spectacle a plu à Joe Star et une ancienne prof de français devenue tout va bien, donc plaisir à tout le monde, ce que je pense. Alors, bonsoir Gérard Darmon. Bonsoir. 8 ans. 8 ans que tu n'es pas venu dans une de mes émissions. Et quand je te vois, je me dis merde, tu vois bien. À l'âge qu'on a, il faut qu'on se voit, il faut en profiter, tu vois. C'est le moment de se voir. C'est peut-être la dernière, il faut. Ouais, c'est peut-être la dernière, t'as raison. Alors, tu as l'air en forme, Gérard. Merci. Et il a une vanne incroyable. Ça te fait quel âge? 70. Ah ben voilà, ben tu les fais pas. Merci. Vraiment. Gérard Darmon, ben franchement, tu fais 68, quoi. Oui. Maximum 68. Bon, des fois, il fait 69, mais pas tous les jours. Alors, pour moi, Gérard Darmon est un peu le Frank Sinatra français. Enfin, mais non. J'ai dit un peu. Mais oui. Fly me to the moon, let me play among the stars. Ça, c'est Sinatra, hein, c'est pas moi. Let me see what... Voilà, donc ça, c'est Gérard Darmon. Bravo! Et j'enlève le un peu. Parce que franchement, c'est exactement comme Sinatra. Alors, les filles, vous savez que Gérard Darmon peut faire jouir une femme rien qu'en disant « Salut, je suis Gérard Darmon ». Bah bravo, c'est super. Bravo. Vous voulez qu'il essaye, là? Ouais, j'aimerais bien. Triplette, ce serait ton record. Il a un truc, Gérard. Il a un truc, il a une philosophie dans la vie, Gérard Darmon. C'est rien n'est grave, sauf ma voix. Moi, je l'ai embrassé une fois dans ma vie. Ouais. Je m'en souviens encore. Magnéto, Serge. Il va mettre une langue comme ça. Donc, voilà.
Pardon, Catherine? Ça t'a fait déborder, ça. Elle est floue, c'est flou. Ça t'a fait déborder. J'arrive, t'imagines, je viens de rouler un patin à Michel Larocque, à Valéria Golino. Faut refaire mon Seigneur dit, tu n'as pas embrassé Darmon sur la bouche depuis Pédale Dure, il adore ça, franchement. C'est une réputation de merde. Voilà. J'en garde un souvenir impérissable. Moi aussi, et ma vie a changé depuis. Oui, depuis. Là, elle a basculé. Alors, nous parlerons, Gérard... Et lui, il mange plus d'ail, c'est marrant. Hein, Nous parlerons, Gérard, de l'ordre des choses, la pièce que vous interprétez à la Michaudière, dans une mise en scène de Richard Berry. Oui. Youpi, dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Alors, Thomas Dutronc, bonsoir. Il y a un problème avec vous, Thomas. Ouais, je vous dis franchement, vous êtes beau gosse, vous êtes sympa, vous souriez, vous faites de bonnes chansons, vous avez du succès, tout le monde vous aime. Vous êtes un peu énervant. Et talentueux surtout. Ouais, c'est ça le problème, c'est que tu vois, on est tous un peu jaloux. Je suis sûr qu'il a un joujou extra qui fait craque-boumule. En plus. Vous êtes ici ce soir, Thomas, pour un nouvel album, le 4e, 100% acoustique, intitulé Live is Love. C'est sorti il y a un mois. Oui. Et c'est déjà disque de platine. Non mais vraiment, ça marche très bien et c'est un disque qui est formidable, on va en parler tout à l'heure. Okay. Est-ce que les astres sont avec vous? En tout cas, pas le désastre, j'espère. Vous avez vu? C'est 3 minutes que je lui parle, pas un mot sur ses parents. Je suis exemplaire quand même. Mais c'est qui, c'est qui? Bon, c'est pas. Pour moi, il a la gueule de Sardou, pardon. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonjour! Bien et vous? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les infos de Viso. Bonjour à tous, évidemment. Petit recueillement, je pouvais pas commencer cette semaine sans un hommage. Ouais. Tu nous as quittés, toi, le fils d'immigrés. Petit par la taille, mais grand par le talent. Toi qui, hier encore, voulais te voir en haut de l'affiche. Désormais, nous ne nous verrons plus ensemble. Ciao l'artiste et bon vent, Manuel Valls. Je me suis bien fait niquer. C'est vrai, hein, tu le voyais pas arriver. Persuadé que t'allais parler d'Aznavour. Ben ouais, c'était un truc de professionnel. Bien foutu quand même. Et Manuel Valls qui a fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Oui. Il part pour Barcelone et ça tombe bien puisque Manuel Valls, c'est comme la misère, il est moins pénible au soleil. C'était l'hommage aussi à Charles Aznavour parce qu'évidemment on y vient, mort à 94 ans après une longue et belle vie de bohème, nous dit le Figaro. Si on était à Koh-Lanta, je dirais qu'à l'épreuve des poteaux, il reste Abdelaziz Bouteflika et Valéry Giscard d'Estaing. Et tous les journaux le lendemain ont rendu hommage. Des tas de unes, des articles souvent titrés par les plus grands tubes de Charles Aznavour. Hier encore, formidable, en haut de l'affiche. Et c'est chouette d'avoir un grand répertoire, parce que je doute fort qu'à la mort de Patrick Hernandez, on titre Born to be Alive. En revanche, à la mort de Jean-Pierre François, on pourra titrer Je te survivrai. Et à celle de Larousseau, il sera assez honnête d'écrire Tu m'oublieras, ça ira très bien. Et en Belgique aussi, chez moi, on a rendu hommage à Charles Aznavour, mais je dirais d'un côté plus pragmatique, le journal bruxellois La Capitale a informé ses lecteurs décès de Charles Aznavour, son concert à Forêt Nationale annulé. Allez, politique française. Cette semaine, ça a été la grande saga Gérard Collomb. Acte 1, Gérard Collomb a remis sa démission à Emmanuel Macron qui l'a refusé. Et ça se confirme, Emmanuel Macron ne fait aucun cadeau aux retraités. Et si ça se trouve, ça fait des années que Brigitte demande le divorce et que Manu lui refuse. On ne sait pas. Acte
Acte 2, Collomb maintient la proposition de démission. Et c'est là qu'on voit que Collomb porte bien son nom puisqu'il a décidé de faire chier tout le monde. T'as compris? Acte 2. Il y a un jeu de mots. Acte 3, Macron accepte, mais c'est Édouard Philippe qui doit assurer l'intérim. Et c'est là qu'on voit que le président demande la même chose à ses ministres qu'aux jeunes chômeurs, prendre un boulot qui n'est pas dans tes compétences. Et malgré tout ce qu'on a accepté, acte 4, regardez la tête de mon GG à la passation de pouvoir. Oh là là, on dirait un papy emmené par sa belle-fille dans un EHPAD contre sa volonté. C'est vrai. Et on revient à Macron parce qu'avant l'affaire Collomb, il y a eu ça. C'était l'image la semaine dernière. Ouais. Bah, calmez-vous. Ouais. Évidemment, une photo du président de la République avec un jeune qui fait un doigt d'honneur pour une fois que c'est le jeune qui ridiculise Macron et pas l'inverse. Mais on notera que c'est pas la première fois qu'on voit Emmanuel Macron excité par des noirs au torse musclé. Ça avait commencé comme ça au départ, voilà. Et puis ça avait quand même fini comme ça. Là. Il était bouillant, mon Manu. Alors évidemment, ce selfie à Saint-Martin n'a pas plu à tout le monde. Des élus de droite et d'extrême droite dénoncent une photo impardonnable. Et c'est vrai que c'est pas Marine Le Pen qui s'abaisserait à faire ce genre de photo qui ridiculise la fonction politique. Et pour terminer cette page président, Macron l'admet tout de même. Voilà, je ne suis pas parfait. Il y a des choses qu'il faut corriger, c'est élégant. Et puis suite à cette déclaration, Alexandre Benalla a tweeté « Si tu veux Manu, je peux les corriger à ta place ». Et c'était assez sympathique de sacrifier. Oh. Oui, j'ai un orchestre qui s'agrandit au fur et à mesure des semaines. Toi, tu vas toucher de la SACEM. Et hop. Rémi Brical. Il va tout déposer, tu vas voir. Politique internationale, Kim Jong-un offre 2 chiens au président sud-coréen. C'est assez sympa et aussitôt cette annonce faite, Donald Trump, son nouveau meilleur ami, a réagi et a dit « Hey Kim, j'espère qu'à moi tu vas offrir 2 chiennes ». Et c'est vrai que c'est assez sympa, il y a une bonne ambiance. Internationale encore au Pérou, les électeurs d'un petit village ont le choix entre Hitler et Lénine. Alors voilà, c'est à l'air étrange comme ça, mais en fait c'est 2 candidats qui se présentent aux élections dans le petit village de Yungar, qui se prénomment respectivement l'un Hitler et l'autre Lénine avec 2 N, mais bon, c'est rigolo. Et le maire sortant s'appelle donc en effet Hitler Alba. Et non, mais le plus dingue quand même, c'est de voir l'affiche derrière. Il y a écrit Hitler avec un cœur sur le I. On croirait les murs de la chambre d'ado de Marion Maréchal. Et son slogan véridique, c'est « Je suis le gentil Hitler ». C'est pas con. Et ouais, mais c'est pas con, mais qu'est-ce que c'est qu'un gentil Hitler, quoi? C'est un gars qui te met les juifs dans des trains pour les emmener au parc Astérix. Je sais, on ne sait pas. On ne sait pas. Classe. Ou première classe, au moins. On reste en Amérique du Sud. Pédophilie, l'archevêché chilien déconseille aux prêtres d'embrasser les enfants sur la bouche. Voilà, comme ça, c'est clair. L'archevêché chilien déconseille les préliminaires. Science. En Afrique du Sud, des chercheurs ont réussi à donner naissance au premier lion éprouvette. C'est hyper mignon. Et chapeau. Chapeau parce que moi, franchement, j'aurais pas aimé être celui qui était chargé d'aller palucher le papa lion. Allez, des brèves. À Toulouse, 654 kilos de cocaïne découverts dans un camion transportant du poisson surgelé. Et ça m'étonne pas. Quand tu voyais la tête du Captain Iglo, tu te doutais qu'il en prenait de la toute bonne. Normandie, il se masturbe plus de 200 fois au volant sur l'A13. C'est ce qu'on appelle le kit main libre. Alors ça, je peux... Oui. C'était ça la ligne longue. Elle est bonne. Et quand les policiers lui ont annoncé qu'ils allaient lui retirer son permis, il a dit « Je m'en fous, j'en ai plus rien à branler ». Oui, ben, c'est vrai que c'est pas raffiné, mais c'est rigolo. Hein. Allez, culture. L'artiste de la semaine, Thierry. Ça va rester, ça. C'est joli, ça. Hein, ouais. J'ai envie vraiment de m'intéresser à un immense artiste du XXe siècle. Je veux parler de Miro. Non, mais Miro le peintre. T'as compris? Oui, c'est con, mais c'est marrant. Juan Miro, évidemment, dont 150 œuvres sont exposées actuellement au Grand Palais, est né à Barcelone, puis a immigré à Paris avant de retourner mourir en Espagne. Exactement le même trajet que Manuel Valls. Et passé par les influences fauvistes, cubistes, expressionnistes, et il finit par trouver son style
onirisme et surréalisme. On va voir quelques œuvres, hein, sans doute vous connaissez, vous appréciez. Il y a des œuvres qu'on reconnaît tout de suite. Voilà, ça, on sait, c'est du Miro, c'est un peu le bordel. On se croirait dans la tête de Nadine Morano quand on lui pose une question d'économie. Mais pour en arriver là, évidemment, il y a eu tout un style qui s'est créé, d'autres œuvres. On va voir celle-ci, voilà, qui est assez mignonne. C'est une peinture qui, sans doute, est un petit clin d'œil à Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il s'agit d'une femme de chambre qui montre sa chatte. Et je vous avais prévenu qu'il y avait plus dégueulasse. Je vous avais prévenu. Très bon, très bon. Et ici, voilà, une œuvre voilà, qui aurait pu être sous-titrée « Bon, est-ce qu'il marche ou pas ce stylo ?» Évidemment, parfois avec Miro, le titre du tableau n'aide pas. Alors, regardez comme c'est joli. Eh bien, le titre exact, c'est paysan catalan avec une guitare. Et on ne reconnaît ni le paysan catalan, ni la guitare. Mais on voit bien les couilles. Voilà. C'est pas entièrement faux. Et voilà, ici, l'une de ses œuvres les plus célèbres, c'est un triptyque magnifique, immense, qui s'appelle « L'espoir du condamné à mort ». Et on reconnaît vraiment pas le condamné à mort, et on a surtout l'espoir d'un jour y comprendre quelque chose. Et ce qui m'a rassuré, c'est que je suis allé, moi, à l'exposition, et donc j'ai vu, par exemple, un tableau, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu représenter? Et je me suis approché, et j'ai lu la légende de l'œuvre, et il l'a appelé lui-même painting, peinture, parce que lui-même, il savait pas très bien ce qu'il avait peint, et donc ça m'a complètement rassuré. Alors, en revanche, il y en a qui sont plus clairs. On va voir celle-ci, voilà, qui est, je pense, un très très beau tableau, et c'est vrai que là, on reconnaît bien que c'est Éric Zemmour en train de gueuler sur Absatoussi parce qu'elle s'appelle pas Corinne. Et vrai, c'est vrai. Et je terminerai par la dernière. C'est peut-être mon œuvre préférée parce ce qu'elle représente. Voilà, c'est l'hommage de Miro à Picasso. Le tableau s'appelle Hommage à Picasso. Et c'est donc un mec qui faisait des personnages tout déformés qui rend hommage à un mec qui déjà faisait des personnages tout déformés. C'est un petit peu comme si Philippe Croison rendait hommage à Michel Petrucciani. Et moi, ça m'a ému. Allez-y, elle est vraiment grandiose cette expo parce que là, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo. Voilà, c'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine, sur scène à Paris et dans toute la France. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est shopping. Alors un artiste, c'est aussi un code barre. Alors Juliette, Lola et Marie, rebonsoir. Vous vous définissez Juliette comme la blonde idiote, Lola comme la grosse rigolote. Ah, bravo, ça me fait plaisir que vous osiez dire le mot grosse. Et bravo. Marie, ça se voit, hein. Bah ouais. Mais c'est pas pour ça que tout le monde ose le dire, donc c'est cool. Et Marie, la petite brune hargneuse. Oui. Vous êtes hargneuse. Non, moi je me trouve très sympa. Ouais. Ah, ma grosse. Mais au-delà des clichés, c'est laquelle la chef? C'est moi. C'est laquelle qui chante le mieux? C'est moi. Elle. Qui danse le mieux des trois? Ah, en tout cas pas moi. Ça c'est sûr. Ça dépend, si j'ai un petit coup dans le nez, je te danse pas mal. Je danse bien. Alors, laquelle couche avec le plus de fans? Mais on n'a pas de fans. Ah, si. Vous avez des fans? Personnellement, j'adore ce que vous faites. Hein. Alors, on va voir maintenant laquelle vend le mieux le spectacle. Franchement, moi je pense on est que mieux c'est à vous. 3. On fait les trucs mieux à 3. Seul, on n'est pas. C'est vous qui allez bien vendre le spectacle. Bah, le spectacle, oui, je dirais que c'est un mélange de chansons, de stand-up, écrit à partir de vos discussions de filles, et que c'est piquant et coquin. Voilà. Ouais, oui, mais pas que coquin. Attends, c'est pas mal quand même. Il a C'est quand pas même mal, pas mal. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Patiente dans le noir, elle arrive sans crier gare, elle m'attrape par surprise, moi je l'adore, elle est exquise. Elle se glisse sous ma robe, elle y met les formes, elle me met à genoux, moi je l'adore, oui je l'avoue. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Bravo. Voilà, alors ça s'appelle la petite fessée
du dimanche soir. Je crois que je vais piquer le titre pour les terriens du dimanche. c'est cadeau. C'est quand même un meilleur Mais titre. quel jour aujourd'hui? Et le samedi, vous faites quoi? Mais on vous regarde. Mais bien sûr. Le samedi, Et on se se regarde. Et maintenant, on annule tout. On annule. Je veux dire, on regarde les... Eh, c'est pas mal la petite fessée du dimanche soir, non? J'aime bien, moi. C'est sympathique, non? Très. Il y a La Chatte et il y a une chanson un peu sur Balance ton port, enfin, qui s'appelle Et Mademoiselle, quoi. Ouais, exact. Qui parle du harcèlement de rue, en tout cas. Les Coquettes, actuellement au grand point virgule. Et le 14 février, vous êtes au Grand Rex. Ah là, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Ouais, on a de la chance, on fait une soirée spéciale chanson et humour avec plein d'invités. Au Grand Rex. Exactement. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin ou pas? Ah ouais. C'est avec nous, par exemple. Voilà. On sera là. Et maintenant, en hommage à Charles Aznavour, voici son interview funérailles Magnéto Serge. Attention, c'était un petit peu difficile pour vous puisque vous êtes mort, donc vous êtes mort comment alors? Bah, je suis mort de vieillesse. Ouais. Vous l'avez trouvé comment le discours de Chirac à l'enterrement? Oh, un peu tremblotant. Ah. Et quand l'équipe de la Star Academy a chanté Emmenez-moi, ça vous a ému? Oui, je pense surtout que c'était la nouvelle équipe. Oui. Les anciens n'étaient pas venus, ils avaient des béquilles. Vous aimeriez qu'on dise quoi de vous maintenant que vous êtes mort, Charles Aznavour? Bah, qu'on dise du bien. Ouais. Mais du bien, hein, pas n'importe quoi. Ouais. Qu'on me grandisse, même. Qu'on vous grandisse. Vous savez que vos ventes de disques sont reparties, c'est énorme depuis que vous êtes mort. Hein. Vous avez vendu 10 millions. J'ai vu, mes arrière-petits-enfants étaient ils sont très riches, contents. Il en a ses arrière-petits-enfants. Est-ce qu'il y a des œuvres posthumes, des trucs que vous avez jamais publiés étant vivants et qui vont ressortir maintenant, comme les Beatles? Oui, j'ai laissé ma voix sur des bandes électroniques nouvelles. Et ils ajouteront l'orchestre qu'ils voudront ajouter dessus. Ah, c'est génial. Est-ce que vous savez qu'on va rebaptiser rue Aznavour la rue Sarrazate? Ah oui? Oui, c'est un projet. C'est Delanoë, qui est toujours maire de Paris, Mais d'ailleurs. qui était Sarrazate? Je sais pas. Un violoniste? Espagnol. Voilà, un grand violoniste espagnol. Je me suis renseigné. Quand même. Je n'ai pas simplement piqué le nom et dit puis tant pis pour le reste. Non, je me suis renseigné. C'était quoi votre dernier mot avant de mourir, Charles Aznavour? Je reviendrai. Ah, bravo! Non seulement Charles Aznavour avait du talent, un talent incroyable, mais en plus il avait de l'humour. Et voilà, on ne peut que regretter, évidemment. Et Gérard, vous avez fait un film qui s'appelle Emmène-moi. Emmenez-moi. Un film que j'adore. Merci. Où c'est un mec qui part de Lille à pied pour aller à Paris. Et pour voir Aznavour. Un très grand film, voilà. Charles, si tu nous regardes, comme dirait Drucker, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui nous permet de savoir quel jour on est en compagnie de Gérard Darmon, de Thomas Dutronc, des Coquettes et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. En hommage aux coquettes, un jeu où... Ah, c'est pas les croquettes? Non, un jeu où toutes les réponses doivent finir en « et ». Exemple, à quoi pensez-vous en ce moment? À la distoquette. Voilà. Ou aller aux toilettes, allumer un gros pet, fumer une cigarette. On va jouer les filles contre les garçons. Testez votre sampleur. Parfait, les garçons. Oh les garçons, les garçons. Parfait. Et donc vous êtes fous, mais moi je vais vouloir gagner absolument. En fait. Ah là, tu vas voir. Alors, les winners auront droit à un éloge de la part de Thierry Ardisson. Attention, on y va. Ok. Quel prénom ne donneriez-vous pas à un enfant?
Arlette, c'était les boys. Suzette. C'est Boys, là. Suzette. Arlette. Suzette, voilà. Arlette, très bien. Bernadette. Morissette, Ginette. T'as un point pour les Ginette. garçons. Non, ma mère s'appelle Ginette, pardon. Bon, pardon. On arrête ça immédiatement. Commencez pas à Lucette. dire que ça marche pas. Alors Ta fille attention. s'appelle Lucette. Sur qui avez-vous déjà fantasmé sans oser le dire? Bernadette Chirac. Oui, C'est pas toi, bravo. c'est les garçons. Bernadette. Mais alors, attends, c'est pas les bonnes Je balles. comprends pas, on n'a pas le droit de jouer. Mais je suis obligé de donner le point aux Bernadette. garçons. Eh ben oui. Testez votre sampler. Non, Et de la danse. attention. Que collectionnez-vous? Les étiquettes. Oui, bravo, les étiquettes. Les boutons de manchette, les Ils nous ont niqué, cigarettes. là, ils nous ont niqué. Les filles reprennent un point. Quel est, selon vous, le lieu idéal pour faire l'amour? Les toilettes. Les toilettes, bien sûr. Les toilettes, bien sûr. Ou dans un hôtel au Koweït. Ou la carpette. Ou avec des flics dans une fourgonnette. Le romantisme de Gérard Darmon. Dans les toilettes. Contre la fenêtre. Contre la fenêtre. Voilà, La contre carpette. fenêtre. Quel est le métier que vous rêviez de faire enfant? Pas possible. Éleveur d'alouettes. Pompiette. Alors Éleveur d'alouettes. Non. Majorette. Majorette, absolument. Proxénète. Non, voilà. Prophète ou grosse tête. Quelle est, selon vous, la qualité première d'Emmanuel Macron? Il est honnête. Oui. Qu'est-ce que je dirais pas pour un point? Non, on a séché. On pourrait dire aussi qu'il s'en sort toujours par une galipette. Oui. Bravo. Qu'est-ce qui devrait être interdit? Eh oui. Alors, tu Le- vois, le- le- je vais te dire ce qui devrait être. Mais la farine complète. Exactement. Parce que c'est hyper dangereux pour la C'est la farine complète. On avait tout misé sur Gérard. Et c'est Thomas qui a gagné. Il est arrivé tout à l'heure en me disant, dès que Gérard fait un truc d'enfer, j'ai des Il quotidiens. s'est fait niquer par Thomas. Et c'est Thomas Dutronc. Il a raison. Bravo Thomas. Bravo Thomas, bravo. Et ça, Ben oui, c'est- ça c'est du Sardou tout crochet. Alors, quel est l'objet que vous avez déjà utilisé pour faire l'amour? Une trompette. Non. Si. Bah tu me demandes. Une sudisette. On est nuls. Une sudisette, Ouais. oui. Une caquette. Ah, Bah oui. oui. Mais la caquette est-elle un objet? Moi, je trouve que c'est une question. Je dois dire que c'est brillant. Pardon C'est- Thierry, mais tu n'as jamais utilisé de trompette pour faire l'amour? Non. Tu devrais. Tu manques de piston, tu devrais. Il y a un tablier de Un soubrette. godemichette. Il y a un godemichette. Oh merde, j'ai plus de bombe. Quelle connerie la C'est merde. dommage. Tu devrais en acheter plusieurs. Alors, attention. Où aimeriez-vous vivre? Possible. Chez Morissette, elle a un appart. Ça marche pas. Aux séchettes. Non. Non plus. Les filles? À Linguicette. Quoi? Ça n'existe pas. Si, c'est encore. Dans le Massachusetts. Qui s'appelle Linguicette. Dans le Massachusetts, j'adore. Bravo. Ouais. Aide-moi toi. Aide-moi. Il y a aussi GIF. Ouais. Il y a aussi GIF sur Yvette, au Koweït ou à 7. Pardon Thierry, mais Ça vous fait rire, hein? Ça Oui, vous fait c'est rire. vrai, d'accord. Faut garder Ah. les chaussettes comme c'est le meilleur moment de toute ta carrière. Je sais. Ouais, maintenant. Ce sont ma carrière. Les meilleurs moments, c'est ça. Je suis d'accord. À ta mort, on rediffusera cette séquence. Pouvez-vous nous citer une phrase que vous n'avez jamais prononcée avant ce soir? Pardon maman, mais je chier sur la moquette. J'ai appuyé 10 fois. Juste aimer que les coquettes me fouettent. Ouais, non, me fouette aussi. fouette aussi. Là, là, on le dit. Bien, je me taperais bien une coquette. J'ai toujours rêvé de jouer à Barbichette. On se concentre. Comment aimeriez-vous mourir? Par la fenêtre. Non, Dans ma- fenêtre. Sous ma couette. Sous sa couette. Une seconde. Sous Dans sa une couette. corvette.
Dans une corvette. Dans une crevette. Mais c'est pas parce que vous trouvez les réponses sous nulles ma couette. que c'est pas des bonnes réponses. Boum dans ta gueule. Ah bon? Non, mais Ils ont répondu ils auraient quoi? Thomas a dit sous ma couette, Thomas Dutronc a dit sous ma couette. Faut reconnaître. Attends, Gérard, c'est ce qui est arrivé à Charles Aznavour. Exactement. Il est mort sous C'est sa le rêve, couette. c'est Donc quand même- en plus, ça a l'avantage. Salvador aussi, hein. C'est une réponse d'actualité. On peut rêver carrément. Qu'est-ce qui vous excite particulièrement? Me faire sucer par une starlette. Les garçons ont gagné. Et maintenant, donc, on va passer à l'éloge des winners. On connaissait les 3 rois mages. On connaissait les 3 mousquetaires ou les 3 petits cochons. Il y a désormais un nouveau trio. Thomas Dutronc, Gérard Darmon et Laurent Baffy. Thomas, la guitare et la belle gueule en héritage. C'est vrai. Thomas Dutronc, Sardo. on le sait, vos racines sont beau. solides. Ah, ça me plaît, ce que tu dis. Incontestablement aujourd'hui, vous vous êtes fait un nom, ou plutôt un prénom. Thomas. Un prénom qui a su raviver l'esprit manouche bien avant Yvan Le Bolloc et Kenji Chirac. Gérard Darmon, Gérard Filoche, Gérard Collomb, Gérard Blanc, Gérard Majax, Gérard Monvu. Bien des Gérards ont marqué la vie des Français. Mais s'il y en a un qui incarne le charme, la classe et l'élégance, avec ses cheveux blancs, sa voix de crooner et ses pieds noirs, c'est bien lui. Enfin, Laurent Baffy, mon Lolo. Il est vrai que ton film, Laurent, Les Clés de bagnole, ne t'a pas ouvert les portes d'Hollywood. Mais tu restes le Lucky Luke des bons mots, le Johnny Guitar de la punchline. Mon Lolo, tu le sais, je n'ai pas d'amis comme toi, non. Et on continue avec le shopping, la promo qui s'affiche. Thomas Dutronc, rebonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir Thierry. La plupart du temps, les artistes enregistrent leur album en studio, puis partent en tournée. C'est des connards. Vous, c'est l'inverse. Bah oui, évidemment. Vous avez fait 50 concerts avec votre groupe Les Esprits Manouches, et vous avez fait un disque qui s'appelle Live is Love. Alors, vous avez passé 6 mois à trier les morceaux, c'est ça? On a écouté 50 concerts. Ouais, c'est ça. C'était bien. C'était très bien. Ah ouais. Alors, et on a gardé le meilleur. Non, mais c'est vrai que c'était pas un disque prévu, si tu veux. Voilà, on l'a fait parce on que le sent bien à l'écoute. Il y avait du bon son. Non, justement, c'était un heureux événement. Voilà, c'est ça. Il était inattendu, mais il est bien. J'adore ce disque. En fait, la qualité des concerts dépendait un petit peu de ce que vous aviez bu avant, non? C'est clair. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que ça sort chez Blue Note, qui est un label culte dans le jazz. C'est le label de Miles Davis, de John Coltrane, de Sidney Bechet. C'est vrai que c'est énorme. De Gérard Darmon. Non. Alors. Non, mais on est fiers. Alors, il y a des reprises de vos chansons. J'ai une bonne équipe, j'ai des musiciens de folie. C'est super, écoutez. Il y a J'aime plus Paris et Comme un manouche sans guitare, qui sont des chansons qu'on connaît, que vous avez refait sur scène et qui sont dans l'album. Mais il y a aussi des morceaux instrumentaux, comme Swing Gitan de votre idole Django Reinhardt. On écoute. Alors, franchement, c'est excellent. Vous avez combien de doigts en plus de Django Reinhardt? Non, lui, il jouait avec quoi? 3 doigts, non? Et en fait, il a eu un accident. Il a été brûlé toute la moitié du corps. Il voulait l'amputer d'ailleurs. Et toute sa main, tout son corps comme ça était brûlé. Et les 2 doigts étaient recroquevillés comme ça. Donc il faisait les solos à 2 doigts comme ça. Ça reste un des plus grands guitaristes et musiciens et compositeurs de tous les temps. Moi, j'ai été élevé avec ça. Adoré Mon père me passait Django Reinhardt tous les jours. Donc, j'ai beau vous dire. Alors, il y a une autre chanson qui est une reprise. C'est Que reste-t-il de nos amours de Charles Trenet, la chanson du film de Truffaut, Baiser volé. Écoutez ça, écoutez ça.
assure, hein, ça assure. C'est bien, Thomas, c'est bien. Bon, moi j'écouterai ça pendant... J'écouterai tout le morceau, mais... T'as vu On est très peu à jouer de la guitare comme ça. Vraiment. Non, mais c'est... Gérard, j'ai plus de matos. Il faut que je le dise quand même, c'est pas moi qui jouais, là, c'est Rocky Gressec avec moi. D'accord, mais enfin c'est votre groupe. Mais quoi. c'est mon groupe. Et alors il y a même la Traviata de Verdi, c'est extraordinaire. C'est pas à la bonne vitesse, là. C'est tranquille, ça, c'est un peu zen. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et alors, il y a un truc, parce que moi, j'ai passé l'été à écouter les chansons de John Lennon qu'il a fait après les Beatles, quand il est parti à New York. Et c'est pas très Beatles, en fait. Lennon, à ce moment-là, il a fait des belles chansons, avec des bonnes paroles et des bonnes musiques. Et il y a Parce qu'avant, il avait fait de la merde. Non, c'est différent, c'est Avec les différent. Beatles. Non. Avant, ils étaient plus inventifs. Là, il a fait vraiment des chansons classiques, Lennon, des trucs incroyables. Il y a 2-3 albums. Et vous avez repris un morceau de Lennon qui s'appelle Love. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto Serge. Love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch. Touch is love. Ce que j'aime bien avec ce groupe là, c'est qu'à force, avec leur talent et tout ça, on arrive, à, si tu veux, à rentrer dans un truc musical qui progresse, qui avance. On essaye de, je sais pas comment dire ça avec des mots plus élégants, mais que ce soit un trip, de rentrer dans un trip. Il faut prendre le temps de rentrer dans le trip. Vraiment, j'adore cet album. Je Mais l'écoute depuis qu'il est sorti. Alors, j'ai regardé le dossier de presse. Une décontraction qui habille le niveau stratosphérique d'un groupe amoureux de ses instruments. L'exigence totale d'un artiste en quête de perfection acoustique. C'est votre mère qui l'a écrit ou quoi? Non, mais je crois qu'elle aime bien. Écoute, il marche bien et les gens sont. Il y a un bouche à oreille sympa, les gens sont flash sur le son, le groupe, le côté vivant. C'est pas sur. On a beaucoup parlé autour de moi. Ah, tu vois? Je suis pas étranger à ton succès, vraiment. Thomas, vous avez vu? Pas un mot sur vos parents. Je suis quand même le mec. Et là, en disant ça. Non. Parce que chez Drucker, il a dit on m'en parle tout le temps, alors je me balade avec leur bilan médical. Parce que lorsqu'on me pose une question, j'aime bien être précis. Voilà. Mais là, j'en parle pas, hein, vous avez vu. Est-ce que vos parents leur demandent des nouvelles de Thomas? Eh ben oui, aussi. Est-ce qu'un jour tu reprendras des chansons de ton père, genre La maladie d'amour des... Le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle, au fond du bistrot. Qui chante? Mouloudji. Ouais, bravo. Mouloudji. Et maintenant, mesdames, messieurs, Gérard Darmon, rebonsoir. Bravo. Ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vu dans une de mes émissions. Vous vous doutez bien à quel point je suis ému. Gérard, vous êtes ici ce soir pour L'Ordre des choses, une pièce de Marc Fayet, mise en scène par Richard Berry, que vous jouez avec Vincent De Sagna et Pascal Louange à la Michaudière. Alors, le pitch,
faut quand même vendre la pièce, hein, c'est un peu le principe. Rien à vendre, mais alors... Shopping. Voilà. Alors, vous avez 60 ans. Je vous ai dit 70 tout à l'heure. Non, mais pardon, dans la pièce, est-ce que c'est difficile de jouer un homme de 60 ans? Pas du tout, non. Pas du tout, ça vous le faites très bien. Vous êtes marié avec Pascal Louange, donc comme Richard Berry en fait. Exactement. Exactement. Et un jour, vous et votre femme voyez débarquer Vincent de Sagna, donc, qui a l'âge de votre femme. Et il affirme, test ADN à l'appui, qu'il est votre fils. Oui. Et là, il y a deux problèmes. Ça, c'est le pitch. Je fais bien le pitch, là. Impeccable. Et il dit, il y a deux problèmes. Ça fait 10 ans que vous essayez de faire un enfant à votre femme et que vous ne le faites pas. Non. Non, elle pense que vous êtes stérile. Oui. Et là, il y a votre fils qui débarque. Premier problème. Deuxième problème, votre fils en pince pour votre femme. Oui. Et là, il y a cette réplique culte. Donc, parce que je suis ton fils, je n'ai pas le droit d'être l'amant de ta femme. Qui est quand même pas mal de... C'est à quoi je réponds, non. Pas mal trouvé. Ben, c'est très bien écrit. Oui, c'est très bien mis en scène par Richard Berry. Vous avez découvert, en fait, Richard Berry. J'ai découvert un grand metteur en scène. Ben oui, un très bon metteur en scène. Parce qu'il est pédagogue. Grand pédagogue, absolument. Il est bienveillant, il est patient, il a beaucoup de qualités, en fait. Exactement. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est Et donc, c'est un bonheur, j'imagine. C'est un bonheur total. Et ce genre de piège, j'avais pas l'habitude trop de les jouer très légères comme ça, et qui en même temps véhiculent une espèce de discours plutôt. Oui, parce qu'il y a des thèmes comme la stérilité, la PMA, tout ça, mais c'est traité avec beaucoup de légèreté. C'est très moderne. Voilà. Oui. Et alors, il y a une bande-son d'enfer, ça plairait beaucoup à Thomas, parce qu'il y a Jimi Hendrix, AC/DC, enfin... Et AC/DC, tout ça. Non, mais voilà, là, on vous voit jouer de la guitare, un peu comme un vieux rocker, quoi. Je lui ai dit, on est très peu à jouer de la guitare comme... On regarde à quoi ça ressemble, Magnéto, Serge. Et sinon, les trucs que t'aimes, là, juste pour voir. Alors, j'aime bien le tennis. Eric Clapton, Jimi Hendrix. Yes. Les jeans délavés et ta femme. Pardon? Le tennis. Non, je sais, j'ai entendu ça. Et Eric Clapton, Jimi Hendrix. Non, mais à la fin, à la toute fin. Hein. Ah, ta femme. Ah, pile mon goût. Pile ton goût? Pile mon goût. Pile ton goût. Vous n'essayeriez pas de me draguer par hasard? Un peu. Vous avez quel âge, Thomas? Pourquoi? T'es malade. Pour voir si ça peut coller. Non. Ça colle tout à fait, je vous le garantis. Oui, mais là, non, tu peux pas, tu vois. Bah pourquoi, puisqu'on a les mêmes goûts? Oui, écoute, on peut partager des choses, mais ça, non. Non. Alors, excuse-moi, mais je trouve ça particulièrement discriminatoire. Parce que je suis ton fils, je peux pas être l'amant de ta femme? Mais t'es dingue ou quoi? Mais c'est ta belle-mère, je te dis. Mambo, Italiano, mambo, Italiano, go, you make Siciliano, you call a bit. Alors, c'est drôle parce que c'est la bande-annonce qu'on a faite juste avant de répéter. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus du tout dans ce mood-là. C'est ce que je disais à Thomas. C'est comme si on faisait écouter un piano-voix comme ça par rapport au résultat ou une répète, quoi. Mais ça donne déjà la bande-annonce, c'est très bien. Alors, c'est une pièce sur la paternité. Vous qui êtes un jeune papa, j'imagine que ça vous parle, en fait. Je suis un jeune papa, je suis un vieux papa. Je peux parler de la paternité parce que j'ai été papa à 20 ans, puis entre 40 et 50, et après à 69. C'est dingue. Vous avez... année pédiatrique. Pédiatrique, joli. Bon, vous êtes un jeune papa. Et vous dites, on accueille mieux un bébé sur le tard qu'on l'accueille à 20 ans, c'est sûr. Ben voilà. Donc j'ai dit une espèce de Pour banalité. une fois, c'est un truc super. Alors, évidemment, on a le même âge. Hein. Je pense que vous êtes un peu plus âgé que moi, non? Je suis né en janvier 49. Voilà, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. C'est comme ça, ça arrive. Ça arrive. Hop. Alors, vous dites quand même à propos de votre âge, vous savez, il m'arrive de gamberger, je pense à après. Mais je me dis qu'il y a des gens autour de moi, sa mère, ses frères, ses sœurs, qui prendront le relais. Quand on a 69 ans et qu'on a un bébé, on se dit combien de temps je vais la voir grandir et elle va en même temps me donner l'énergie pour. Et puis par cette espèce d'insouciance qui parfois nous caractérise, on se dit c'est comme ça, c'est le ciel qui a parlé. Moi, ça fait 20 ans que je vis avec cette femme. Le ciel. La Picarde. La Picarde. Christine. Elle est toujours dans ma vie. Mais c'est fou. Voilà. Vous avez été fidèle avec elle, hein? Oui. C'est bien. Bravo, Christine, parce que moi, je le connais. Hein. Alors, vous avez donc une fille de 1 an
une fille de 50 ans, une fille de 24 ans et un fils de 21 ans. Question paternité, vous avez été gâtés quand même. Hein. Et tu les confonds pas parfois? Non, mais votre fille est née à 50 ans de plus que votre fille cadette quand même. Oui, c'est aberrant. Mon petit-fils a 1 an de moins que mon fils. Ah oui, c'est surréaliste. Une espèce de bordel. Dans le jeu de cette famille, il y aura beaucoup de pioches. Voilà. Ouais. Je peux dire une chose quand même, Gérard Darmon, vous êtes né un 29 février. Oui. Donc votre anniversaire, c'est tous les 4 ans. Oui. Ce qui fait que vous avez 17 ans et demi, en fait. Exactement. Vous savez ça. Je peux encore en faire 17 ans pas et mal. demi. Oui. Vous êtes bisextile? Oui. Oh, tu m'as fait peur. Non, j'ai pas dit bisexuel. Oui, pas passer loin. Hein. J'ai compris, oui. Absolument, je suis bisextile. Bisextile. Oui. Quand j'étais môme, ça me perturbait parce que j'avais l'impression d'être né un jour qui n'existe pas, quoi. Ouais. Tout le monde avait son anniversaire autour de moi. Tes parents sauf... faisaient quand même l'anniversaire tous les ans. Oui, mais le vrai gros anniversaire, c'est le 29. Ah, voilà, ah, oui, c'est ça. Et en même temps, ça lui donnait sa valeur, tu vois. Gérard, je suis très heureux de vous retrouver. Merci Thierry. Vraiment, sincèrement. Et maintenant, Gérard, on va faire un shopping bébé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez besoin de ça? C'est fait. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un baby, je sais pas. Un transat. Je sais pas. Quoi. Un transat. Quoi? Oui, vous avez des enfants? Un transat. Et tu fais quoi là-dedans, Gérard? Tu te relaxes, tu regardes la télé? Et ça s'appelle comment, ça? Mais ça s'appelle un lit... Ah oui, le lit pliant, merde, là. attends, un lit comment? Le baby pliant lit. Le lit parapluie. Oui. Ouais. Oui. Ça s'appelle comment, ça? Ah, mais si, un baby cook, un pèse de personne. Non. Une voiture, un chauffe... Ah, ben, un truc de stérilisateur. Oh oui, un stérilisateur de biberon. Il pouvait pas connaître, il a eu 5 enfants. Ça, je connais moins parce que ma femme allait. Ah oui. Ah, la picarde alerte. La picade alerte. Ouais. Attention, et ça, là. Et ça. Oh, que c'est mignon. Que c'est beau. On dirait Robert Ménard, c'est trop mignon. Petit doudou. Oui, un petit doudou lapin. Oui. Et ça, maintenant, là. Oh. Eh ben, un mobile. Oui, un mobile musical, oui. Ça, c'est le manège de Mimi Mati. Remettez la bonne photo. Et ça? Une petite poubelle à l'ange. Oh oui. Bravo. Voilà, c'était les Terriens du Salut avec Roberto Saviano, Gérard Darmon, Thomas Dutronc, les Coquettes et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 19h, pour les Terriens du dimanche avec Marshall et Truchot, des grandes gueules. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.